Bonjour à tous. Voilà, comme je vous l'ai annoncé mardi dernier, je ne peux pas faire cours ce prochain mardi 4 décembre. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé finalement d'enregistrer ce cours depuis mon bureau de la MSE aujourd'hui, vendredi 29 novembre, pour que vous puissiez retrouver cet enregistrement sur ma chaîne YouTube. Et donc ça va remplacer ce cours qui n'aura donc pas lieu le 4 décembre. Pas de cours ce mardi 4 décembre dans notre amphi à Tolbiac. Et on se retrouvera pour le dernier cours le mardi 11 décembre, donc dans ce même amphi de Tolbiac. Donc voilà, l'exercice est un petit peu différent puisque c'est évidemment pas une prestation en live, mais c'est une prestation en bureau. Mais je vous propose qu'on ait les mêmes règles du jeu, à savoir que le cours va durer 2 heures ou un petit peu moins de 2 heures, et puis nous ferons une pause au bout de 45 à 50 minutes de cours pour passer à la suite. Donc on avait commencé la semaine dernière à réfléchir sur ces questions. On était sur un exemple qui était intéressant, qui vous concerne tous, c'est pour ça que j'avais choisi, qui était l'exemple de la distribution des notes obtenues à l'interrogation écrite numéro 1. Et cet exemple va m'être très utile dans les développements que je vais avoir maintenant. C'est pour ça que là je l'ai repris sur l'écran. Le fichier Excel associé, il est aussi disponible sur l'EPI, d'accord? Donc vous pouvez le retrouver, j'ai donné le nom du fichier à côté. Ce fichier, il est construit de la manière suivante, on peut juste le regarder comme ça avant de commencer les choses, hein. Donc, vous voyez ici, vous avez le numéro d'identification, ce sont les notes des étudiants, hein, à la première interrogation. Ici, vous avez le numéro d'identification de chacun des étudiants. En tout, il y a 1016 étudiants qui ont passé, en tout cas, il y a 1016 notes qui sont ici, hein. En fait, il y en a 1017, mais il y en a une qui manquait, donc je ne l'ai pas rajoutée. Et vous avez les notes, ici, qui sont indiquées de 0 à 20, enfin, pas de 0 à 20, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a un étudiant qui a eu moins 3,5, donc il y a des étudiants qui sont en dessous de 0, on les ramènera à 0 ensuite. Mais en tout cas, ça va de moins 3,5 à 20. Également, comme information, nous avons le sujet qui a été traité par chacun des groupes d'étudiants, avec d'un côté le sujet A et le sujet B. Sur les 1016 étudiants, vous observerez que dans cette série, il y a 468 étudiants qui ont passé l'interrogation écrite A et 548 qui ont passé l'interrogation écrite B. Avec ces données donc, qui représentent toutes les notes des étudiants, nous avons construit un histogramme. J'ai déjà indiqué comment on l'avait construit. Alors on l'a construit à l'aide d'une fonction de Excel. En gros, on a construit ici, et c'est ce qui est représenté ici, ce que j'appelle un histogramme exhaustif. C'est-à-dire que comme l'étudiant est noté au quart de point, bah, on a pu, pour chacun des possibilités, donc de moins 3,5 ici, vous voyez où je clique, jusqu'à 20, donc il y a à peu près 95 d'intervalle, on a pu repérer le nombre d'étudiants qui avaient obtenu les résultats en question. Donc il y a un étudiant qui a eu 3,5, il y en a 0 qui ont 3,25, etc. Il y en a 6 qui ont moins 0,75, c'est beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis il y en a 2 qui ont 0, et puis ensuite, vous voyez que vous allez jusqu'au bout, vous constatez qu'il y a 18 étudiants dans les groupes à la fois A et B qui ont obtenu un 20 sur 20, c'est-à-dire la note maximale, ce dont je les félicite bien sûr. À partir de ces éléments-là, j'ai pu construire ce que j'appelle ici l'histogramme exhaustif. Donc l'histogramme exhaustif, c'est simplement un diagramme en barre ici, mais qui reprend pour chacun des notes possibles, hein, qui sont indiquées sur l'axe des abscisses, vous voyez, de moins 3,5 jusqu'à 20 ici, le nombre de personnes qui ont obtenu la note. Donc, et que, par exemple, où je clique ici, c'est la série 1.20, il y a 18 personnes qui ont eu 20, il y en a, là c'est indiqué, 30 qui ont eu 18,5, hein, 30 personnes ont eu 18,5, c'est énorme, je sais pas trop pourquoi, c'est juste le hasard qui est comme ça, c'est pour ça qu'on a ce pic à ces endroits-là, et donc on a représenté cet histogramme. Évidemment, on aurait pu choisir, et je l'avais aussi indiqué, on aurait pu regrouper en fait, hein. Ici, l'histogramme il est exhaustif parce que ça rend compte de toutes les notes. On peut aussi les regrouper par classe. Donc dans ce cas-là, on a fait des classes de 1 point et on a regroupé les individus. Par exemple, ici dans la dernière classe, c'est tous ceux qui ont eu entre 19 et 20. 19 non compris et 20 compris. Donc évidemment, bah, ils sont, vous voyez, ils sont 24, je crois, voilà, 24. Hein. Il y en a 18 qui ont eu 20, on l'a déjà vu. Et puis il n'y en a que 6 qui ont eu entre 19,25 et 19,75 en fait. Hein. Donc évidemment, ce second histogramme, la différence avec le premier, c'est qu'il y a une perte d'information quand on passe du premier au second. Mais en même temps, il permet peut-être aussi un peu de lisser les choses. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Autre concept que j'ai introduit, c'est la courbe de répartition. Hein. On peut répartir les notes et on peut donc repérer le nombre d'étudiants qui ont eu une note inférieure ou égale à un certain niveau. Et donc c'est cette fameuse courbe. On a 1016 étudiants, donc 1016 étudiants ont un nombre inférieur à 20, et puis vous pouvez comme ça voir la manière dont les étudiants se répartissent. Et tout ceci a été construit à partir de toutes ces données qui sont présentes ici. Alors je reviens au sujet que je dois traiter aujourd'hui. Donc
Tout ça, je l'ai déjà indiqué, hein, l'histogramme exhaustif, voilà, avec des regroupements au quart de point. En fait, il n'y a aucun regroupement à effectuer, il suffit juste de rendre compte de toutes les données. Euh, euh, L'histogramme, ah oui, ça aussi c'est un aspect, c'est que on pourra le découvrir aussi sur le fichier Excel. Évidemment, c'est que cet histogramme, je peux aussi le représenter pas seulement en termes effectifs, mais bien sûr aussi en termes de fréquence. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez qu'il y a, j'ai dit tout à l'heure, 18 étudiants qui ont obtenu 20 sur 20. Ça représente, disons, en gros, 1,75% des étudiants total. Et c'est ce que j'ai indiqué là. Donc voilà, c'est cet élément qui est indiqué là. Ok, alors qu'est-ce que je dois dire d'autre? Bien sûr, je peux effectivement, donc ça c'est aussi la comparaison des deux courbes, hein, ces deux éléments-là expriment finalement la même information, à savoir la répartition des étudiants parmi les notes. Mais vous voyez que dans cette seconde information, évidemment, elle est plus approximative parce que ce qu'on a fait, c'est que on a regroupé les étudiants en classes, donc en classe de 1 point. Donc ça exprime la même information, mais évidemment ça lisse les pics parce que le pic ici qui est à 18, eh ben, on va le retrouver là-dedans, et donc ça paraît être quelque chose qui fait apparaître moins de trous, mais en même temps c'est plus approximatif, c'est pas exhaustif hein, comme je l'écris au-dessus. Donc là voilà la fonction de répartition, j'ai déjà indiqué sa logique, d'accord, voilà. Donc j'en viens à ma partie B, c'est où je me suis arrêté à la fin de mardi dernier. Donc ce qu'on voudrait, c'est caractériser les distributions, finalement, donner des chiffres qui permettent de résumer les principales propriétés de ces distributions. Donc en termes de propriétés, de caractéristiques, on a des caractéristiques de tendance centrale, de dispersion et de concentration, et c'est ce qu'on va voir au cours de cette partie, et donc essentiellement au cours de ce cours d'aujourd'hui. Voilà, peut-être que pour introduire des choses, on peut se poser les choses de manière suivante. Hein. Imaginons que on voudrait comparer les distributions, en fait. On voudrait dire des choses sur, avoir un espèce de résumé de distribution et pouvoir les comparer. On pourrait par exemple comparer, et c'est ce qu'on peut être tenté de faire, vous vous rappelez qu'il y a 1016 étudiants qui ont passé l'examen, et qu'en fait il y en a 468 qui étaient avec le sujet A, et il y en a 548 qui étaient avec le sujet B. De sorte que, en fait, on peut diviser la population totale des étudiants en deux sous-populations, ceux qui ont passé le sujet A et ceux qui ont passé le sujet B. Pour chacune de ces populations, c'est ce que j'ai fait aussi sur le fichier Excel, vous pourrez aller voir tout ça, on peut bien sûr, et je l'ai représenté ici avec la même échelle, repérer l'histogramme, alors c'est un histogramme ici en pourcentage, repérer l'histogramme avec la même échelle, j'ai mis strictement la même échelle, pour pouvoir comparer ces deux histogrammes et donc ces deux distributions. Quand on regarde la comparaison de ces deux distributions, bah, on aimerait bien pouvoir dire des choses. Les notes du sujet A sont-elles meilleures, en moyenne, que les notes du sujet B? Est-ce qu'il y a plus de dispersion, plus d'hétérogénéité dans les étudiants qui ont passé le sujet A plutôt que dans ceux qui ont passé le sujet B? Voilà. Donc là, on vient de définir ce qu'on appelle des caractéristiques de tendance centrale. Est-ce que les notes sont meilleures avec le sujet A qu'avec le sujet B? Et puis, un deuxième type de caractéristiques qu'on peut définir, c'est les caractéristiques de distribution. Donc les caractéristiques de tendance centrale, c'est la moyenne, la médiane, le mode, on va les voir. Et les caractéristiques de dispersion, ce sont l'écart type et la variance. Donc l'objectif qu'on a en définissant ça, c'est précisément de pouvoir dire des choses, de comparer ces deux distributions. On voit bien ici qu'à l'œil nu, sujet A, sujet B, quand on regarde, c'est difficile de dire quelque chose directement, si ce n'est pour constater qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont eu 20 sur 20 en faisant le sujet B que le sujet A. Est-ce que ça a une signification quelconque? C'est pas très évident en termes d'analyse. Hein. Évidemment, on voit bien que c'est pas ça qui va permettre de tirer des conclusions définitives sur les questions qu'on se pose. Donc j'en viens, voilà, là j'ai introduit avec mon exemple, les caractéristiques statistiques d'une distribution, c'est des valeurs, des nombres, qui résument en quelque sorte la distribution de variables. Donc qui permettent de répondre à une question. Les notes sont-elles plus élevées pour le sujet A que pour le sujet B? Ça c'est la tendance centrale. A-t-on observé des variations de ces notes parmi les étudiants? C'est les caractéristiques de dispersion. Et puis, il y a une troisième type de caractéristiques qui va aussi nous intéresser, ce qu'on appelle les caractéristiques de concentration. La concentration, ça peut être typiquement lorsqu'on regarde dans un secteur industriel les parts de marché qui sont possédées par différentes entreprises, de regarder si ce marché est concentré entre les mains de quelques entreprises ou au contraire moins concentré. Donc c'est des caractéristiques de concentration. De la même manière, lorsqu'on regarde comment le revenu national ou le patrimoine se répartit entre les individus, hein, donc c'est la mesure des inégalités, on est aussi en train de chercher des caractéristiques de concentration pour essayer de voir si justement le patrimoine est concentré sur quelques têtes ou au contraire est-ce qu'il est réparti de manière plus équitable dans la population. Donc tout ça ce sont des résumés finalement, ce sont des résumés de la forme des fonctions de densité et des fonctions de répartition.
Ce sont des nombres que l'on va associer à ces fonctions et qui, quelque part, en résument des caractéristiques. Caractéristiques de tension centrale, caractéristiques de dispersion, homogénéité, hétérogénéité, et caractéristiques de concentration lorsque on étudie quelque chose qui se répartit finalement parmi les individus, un revenu qui se répartit dans une population, un patrimoine qui se répartit dans une population, des parts de marché qui se répartissent parmi les entreprises. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors, j'ai commencé par les caractéristiques de temps central. Donc en fait, on va étudier 3 caractéristiques, le mode, la médiane et la moyenne. Alors commençons par le mode. Le mode, c'est quoi? On va le noter MO, c'est la valeur de la variable qui a la plus grande fréquence, c'est-à-dire le plus grand effectif. On pourrait appeler ça la valeur dominante. Alors, si on a une répartition ici, comme ça semble être le cas dans ce qu'on présente ici avec un diagramme en barre, on peut repérer pour une variable discrète la barre la plus haute. Et cette barre la plus haute, le xi qui est associé nous donne le mode. Donc typiquement, si les caractéristiques que vous étudiez, c'est la couleur des yeux, vous avez des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux verts, et des yeux verts, on peut peut-être penser que ce sont les yeux marrons qui seront le caractère dominant, on peut le regarder de cette manière-là. Donc le mode, c'est ce qui va dominer dans la répartition. C'est la modalité la plus fréquente. La modalité la plus fréquente, on va dire comme ça. Pour une variable discrète, les choses sont relativement simples. Ici, on a la répartition selon le nombre d'enfants. Donc immédiatement, ce qu'on voit, c'est boum, le mode, c'est une famille avec un enfant. C'est ce qui est dominant, ça représente 45,3% des familles. Et donc, il n'y a aucun problème, le mode est égal à 1. D'accord ? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme l'histoire de la couleur des yeux. Il n'y a pas de difficulté lorsque la variable quantitative est discrète. Ici, ça ne pose pas de problème. Les choses sont plus complexes lorsqu'on regarde une variable continue, ou qui peut être continue, mais qui est souvent représentée en forme en regroupement finalement par classe. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. On avait regardé la pyramide des âges à un moment, ça c'était une pyramide des âges, c'est un exemple typique de ça. Vous voyez que quand on regarde cette pyramide des âges, ici on a des classes, des regroupements par classe avec une amplitude égale, c'est important de le dire aussi, l'amplitude est égale ici dans ce qu'on fait. Et si vous regardez les choses, voilà, le mode, il est là, enfin, il est quelque part par là, il est entre 40 et 60. Donc le problème, on va partir ici de l'histogramme, c'est plus un diagramme en barre, c'est un histogramme, et on regarde à quel endroit l'histogramme est le plus haut. Et ce qu'on détermine, c'est pas un mode ici en fait. Fondamentalement, c'est une classe modale ou un intervalle modal. On ne peut pas dire le mode n'est pas un nombre, parce qu'on ne sait pas si c'est 45 ans, 57 ans, et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est sur des classes de 20 ans, c'est dans la classe 40-60 qu'on trouve le plus de monde, d'accord? Et ça veut dire quelque chose. Donc c'est l'intervalle modal, et on va appeler ça l'intervalle modal ici. S'il fallait choisir un mode à l'intérieur de la classe 40-60, on aurait bien du mal à dire quel est le mode en question. Est-ce que c'est le milieu de cette classe? Est-ce que c'est le centre de la classe modale? Ça paraît pas très très clair, on ne sait pas en fait, ça n'a pas beaucoup de signification. C'est toujours la question de savoir finalement à l'intérieur de l'intervalle comment sont répartis les individus à l'intérieur de ces intervalles, et on n'a pas d'informations là-dessus. Donc on ne peut pas le savoir comme ça, on pourrait dire des choses, on pourrait dire oui 40-60 donc c'est 50, mais en même temps on ne sait pas en fait, et c'est pas très intéressant de savoir. Donc dans ce cas-là, simplement on va simplement avoir une notion qui n'est pas exactement le mode, et qui est la classe modale. Dans l'exemple de mes notes, voilà, cette fois on a aussi une variable qui est continue, mais pas vraiment. C'est une variable discrète qui est mesurée à 0,25 points près. À 0,25 points, d'accord? Donc c'est ça en fait. C'est quoi le mode? Si on s'en prend strictement à la définition du mode, le mode, il est là. Le mode, il est là. D'accord? Donc le mode, c'est le fameux, la fameuse note de 18. D'accord? Ça représente, on a vu tout à l'heure, on a vu que c'était, je crois, 40 personnes qui ont obtenu 18. D'accord? Le mode, il serait là, 18, parce que c'est la barre qui est la plus haute. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la distribution? En fait, quand on regarde cet histogramme qui est exhaustif, on a l'impression que c'est relativement aléatoire, en fait, c'est hasardeux le fait que ce soit 18. Ça aurait très bien pu être à côté ou en dessous, il y a des trous, donc ça ne nous dit pas grand-chose, 18 ou 18,5, d'ailleurs, je ne sais pas trop, il faudrait vérifier, quoi, c'est pas très très important de toute façon, mais on peut toujours dire que le mode est là, mais ce mode,
il ne signifie pas grand-chose. Il nous informe assez peu finalement sur la modalité de la distribution. Il ne donne pas d'informations sur cette distribution-là. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, le mode, il dépend du découpage des classes. Ici, on a un découpage qui est exhaustif, c'est-à-dire qu'on prend toutes les notes à 0,25 points près. Si on prend un regroupement qui est moins exhaustif, ce qu'on ferait typiquement en regroupant les notes par des classes de 1 point. Donc on aurait les classes terminales, ça serait la dernière, c'est 20, je l'ai écrit à l'envers, c'est 20, 19, d'accord. Avant c'est 18, 19, etc. D'accord. Bah, voilà. Là, on regroupe les individus par classe. D'un côté, on perd de l'information, mais de l'autre côté, on rend le profil de l'histogramme moins chahuté. Et cette fois, vous voyez que ce qui apparaît comme étant le mode, ça serait ici, entre 10 et 11. Entre 10 et 11. Alors, vous voyez, entre 10 et 11. L'endroit où il y a le plus d'étudiants, il y en a 80, d'accord, ici, on voit qu'il y en a 80, c'est entre 10 et 11. Et finalement, comme information, c'est peut-être beaucoup plus pertinent que ce que l'on avait avec l'histogramme exhaustif. D'un côté, l'histogramme exhaustif, des fois, il est tellement précis et tellement exhaustif que justement, il ne permet pas de voir les informations les plus importantes pour caractériser la distribution. Alors que cet histogramme-là, avec son pas de 1 point, il est beaucoup plus intéressant. Alors, toujours la même question. L'intervalle modal, c'est 10-11, regroupe 80 étudiants. Maintenant, quel mode choisir à l'intérieur de cette classe? Franchement, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Peut-être qu'on devra choisir 10,5. La réponse n'a pas beaucoup d'intérêt, elle dépend juste de ce qu'on pense à l'intérieur de cette classe-là. Disons que c'est 10,5. Le problème du mode, on l'a vu, c'est que ça dépend du découpage des classes. Et on voit bien sur cet exemple-là. Donc, c'est une forme de fragilité de ce mode en question. On donne ici un exemple qu'on n'avait pas eu jusqu'alors, c'était lorsqu'il y a des différentes amplitudes dans les classes. On n'a pas considéré précédemment avant qu'il y avait des différentes amplitudes, on a pris un découpage qui était par bloc de 1 point. Ici, regardons, on a une distribution et on a des classes, et vous voyez que l'amplitude de ces classes, elle est variable. La première classe a une amplitude qui est de 2000, 0,2000, la deuxième 2000, et la troisième de 2000. Donc, du coup, on n'a pas des classes de même amplitude. Dans ce cas-là, on a vu que la bonne manière de construire l'histogramme, c'était d'opérer une rectification. Et bien sûr que c'est ce qu'on fait. Hein. Si on fait la rectification, vous voyez que ces deux classes-là ayant une amplitude qui est, les deux classes 0,2000 et 3000-5000 ayant une amplitude qui est plus large, on va les diviser en deux pour avoir des classes rectifiées qui ont tous la même amplitude, c'est-à-dire une amplitude 2000 en question. Et donc évidemment, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire une hypothèse. On va dire, les 20% qui sont à l'intérieur de la classe 3000-5000, ils se répartissent en 10% à l'intérieur de la classe 3000-4000 et 10% à la classe 4000-5000. On fait une hypothèse d'uniformité de la distribution à l'intérieur de la classe. Et donc dans ce cas-là, on trouve cette fameuse fréquence rectifiée. Donc maintenant, vous voyez que si on réfléchit à ce qu'est le mode, du coup, le mode qui auparavant peut-être apparaissait comme étant les 50% à la classe 0,2000, en fait, évidemment, si on raisonne en termes d'histogramme, et c'est bien comme ça qu'il faut raisonner pour calculer le mode, on voit immédiatement que le mode, il est dans la classe 2000-3000, c'est une classe modale, il est à l'intérieur de cette classe-là. Après, où est-il dans cette classe-là? Est-il au milieu? Je n'en sais rien, ça dépend de l'hypothèse qu'on fait à l'intérieur de cette classe-là, et on a bien compris. Donc la classe modale, ici, c'est bien 2000-3000 et pas autre chose. Voilà. Bon. Ok, 2000-3000 exclu, c'est pas très important. Donc voilà, lorsqu'on a un mode avec différentes amplitudes, là ce qu'on doit juste retenir, c'est l'idée que si vous calculez le mode, il faut regarder l'histogramme. Voilà. Et donc l'histogramme ici, il est toujours calculé avec la fréquence rectifiée, et donc c'est bien le maximum de l'histogramme qui constitue le mode en question. Alors, quel est l'intérêt et la fragilité du mode? Quel est l'intérêt du mode? Le mode, ça permet de dire où il y a le plus de monde, en fait, en quelque sorte. Hein. Voilà. L'intérêt aussi qu'il a, c'est que graphiquement, il semble facile à repérer. Il suffit juste de regarder à quel endroit l'histogramme atteint son point maximal. Donc on est capable de le faire, c'est pas trop compliqué. Maintenant, pour une distribution continue, on voit bien que le mode va dépendre de la manière dont on découpe les classes des intervalles. Donc ça, c'est une fragilité du mode. Et puis, aussi, un autre intérêt du mode, vous voyez que
imaginons que on a des distributions qui peuvent avoir plusieurs maximums. Euh, Par exemple, si vous réfléchissez un peu à la distribution des revenus dans la population, euh, ou peut-être même distribution des notes parmi les étudiants, on peut des fois avoir ce type de phénomène. Vous voyez que vous pouvez avoir une masse de classes de gens, ça peut être la distribution, ça peut être le niveau de revenu des individus, et puis ça peut être caractérisé par une distribution bimodale, c'est une distribution dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très riches, hein, beaucoup de gens pauvres, beaucoup de gens riches, et puis au milieu il n'y a pas de classe moyenne. Au milieu il n'y a pas de classe moyenne. Dans ce cas-là, on a une distribution qui est bimodale, voilà, c'est comme si dans un groupe de TD finalement, on a un groupe d'étudiants, on avait des étudiants pas très bons qui ont 6 de moyenne, on a des étudiants bons qui ont 13, voilà, on a ces deux groupes-là, et puis au milieu on n'a pas beaucoup d'étudiants qui ont 10. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. En fait, on a des choses qui se séparent, d'accord. Donc on a des distributions qui peuvent être plurimodales, qui ont plusieurs modes, et on appelle ça quelquefois distribution en Twin Peaks, puisque ça ressemble à des doubles montagnes. Vous vous rappelez aussi de cette série de David Lynch, Twin Peaks, avec le Twin Peaks derrière la ville. Euh, Ça correspond souvent à ce qu'on appelle aussi des phénomènes de polarisation. Si dans une société, vous avez la classe moyenne qui disparaît, les gens qui gagnent autour de la moyenne qui disparaissent, et que certains deviennent riches et d'autres deviennent pauvres, ben vous faites apparaître des Twin Peaks, des espèces de clubs qui se forment à l'intérieur de la société, et c'est ça qu'on appelle la polarisation. La polarisation, c'est un phénomène dans lequel une distribution qui est peut-être au départ unimodale se transforme en distribution avec deux modes, par exemple en Twin Peaks. Donc voilà, sur le mode est un inconvénient qu'il a, c'est qu'effectivement, il est facile à repérer, certes, mais on ne sait pas très bien des fois ce qu'il exprime, hein. Confère les notes, tous les gens qui ont eu 18 à l'interrogation écrite, c'est pas une information très pertinente. La médiane. Alors, la médiane, c'est le deuxième moment que l'on veut étudier. La médiane, c'est un concept intéressant, c'est la valeur de la variable qui coupe l'échantillon en deux. C'est la valeur de la variable telle qu'il y ait autant d'observations ayant une valeur inférieure que d'observations ayant une valeur supérieure. Donc, c'est la valeur de la variable qui sépare la population en deux parties égales. Alors, comment on peut l'obtenir? Imaginez que, un cas très simple, c'est imaginer que vous ayez une population avec un effectif de 101 personnes, d'accord, de 101 personnes. Par exemple, ce sont des notes. Vous notez des gens, vous avez 101 personnes. Vous pouvez faire le classement des gens de 1 à 101, d'accord. Vous pouvez donner les notes des gens de 1 à 101, donc 1 la moins bonne note, 101 la meilleure note, d'accord. Et bien la médiane, c'est simplement la note obtenue par l'individu qui est à la 50e place. Pourquoi? Parce que cet individu qui est à la 50e place, il a à la 51e place, pardon, c'est une erreur, à la 51e place. Vous voyez que cet individu, il a 50 personnes en dessous de lui et 50 personnes au-dessus de lui. Et donc, il est au milieu. Il sépare la population en deux parties égales. Plus formellement, nous, on a introduit cette notion de fonction de répartition sur laquelle on va revenir. La fonction de répartition, c'est précisément la fonction qui nous donne, pour une valeur de la variable, le nombre de gens qui ont obtenu, qui ont une caractéristique inférieure ou égale à cette valeur. Donc, pour repérer la médiane, il suffit de repérer en quel point la fonction de répartition est de 50%, tout simplement. Et ça correspond à la médiane. On va le dire ensuite. Alors, prenons comme premier exemple un cas discret. Alors, c'est pas évident lorsque on est dans un cas discret. Vous voyez que ici, par exemple, on a les familles, donc le nombre d'enfants par famille, avec 45,3% des gens qui ont un enfant, et puis 38,1% des gens qui ont deux enfants. Donc, il est où le 50%? Le 50%, il est entre 1 et 2. 1, c'est pas la médiane puisqu'il n'y en a que 45%, donc c'est-à-dire qu'il y en a 55% qui sont au-dessus, 45,3, il y en a un peu moins 54,7% qui sont au-dessus. Et puis si vous prenez deux enfants, vous voyez que deux enfants, c'est encore moins la médiane, parce que deux enfants, vous voyez qu'il n'y a que 16,7% des gens qui ont plus, des familles qui ont plus de deux enfants. Donc la médiane, on ne sait pas très bien ce qu'elle est. On a repéré exactement comme l'intervalle modal, on a repéré un intervalle médian. Et quelle est la médiane? La médiane, on ne sait pas très bien où elle est. Elle est entre 1 et 2. Mais voilà, on ne sait pas très bien ce qu'elle est.
c'est un problème un peu général. Le problème général, il est que lorsque vous avez une variable qui est discrète, j'ai déjà insisté sur ça, hein, lorsqu'on a une variable qui est discrète, la fonction de, de densité, elle est à trous. Donc, si vous essayez de repérer, ici, j'ai mis le nombre de gens, ça correspond à la droite à 50%. Donc voilà, c'est ce qui devrait correspondre à ce qui veut couper l'échantillon en deux. Bah, le problème, c'est que si vous cherchez à connaître la valeur de la fonction de répartition telle que la médiane, telle que le f de la médiane est égal à 50%, bah, vous n'allez pas vraiment en trouver, quoi. D'accord? Alors, comment on fait? Bah, on a un intervalle médian, on sait que c'est entre 1 et 2, mais quelle signification ça a? C'est un peu plus que 1, mais c'est un peu moins que 2. Bon, par convention, on ne sait pas très bien comment choisir. On va dire, la médiane, c'est 2 enfants. Et vous voyez bien qu'il n'y a que 16,6% des familles qui ont plus de 2 enfants, strictement plus de 2 enfants. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est la médiane dans ces cas-là. Donc ça c'est un petit peu embêtant et c'est une faiblesse de la médiane dans le cas discret. Alors, dans le cas où on est dans une variable continue, les choses sont peut-être un peu plus simples à comprendre. Parce que cette fois, la courbe de répartition, elle est plus discontinue en escalier, mais elle va être linéaire par morceau. On avait pris cet exemple de l'ancienneté dans le logement. Et on avait donc, il s'agit bien d'une variable continue, hein, c'est une ancienneté dans le logement, mais on avait un regroupement par classe, moins de 5 ans, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30 et plus, etc. Avec des classes, comme on l'avait vu aussi, d'amplitudes différentes. Donc en regroupant les gens par classe, en fait, on s'était dit que, évidemment, tous les gens qui sont dans la classe 5-10 ne sont pas arrivés tous en même temps dans l'appartement, il y en a qui sont là depuis 6 ans, d'autres depuis 7 ans, d'autres depuis 8 ans, etc. Une manière de rendre compte de ça, c'est de se placer dans le plan ancienneté dans le logement, qui est ici, d'accord, de regarder les fréquences cumulées et de placer les points. Donc, des gens qui sont depuis moins de 0, il y en a 0%. Depuis moins de 5 ans, il y en a ici 33,5%, ça correspond à ce point-là, d'accord. Des gens qui sont depuis moins de 10 ans, il y en a 52,1%, ça correspond à ce point-là, etc. Et là, 72%, 77%, et puis évidemment, ça c'est 100%, parce que ça correspond à ce qu'on veut, et on a supposé que l'intervalle 30 et plus, c'était l'intervalle en fait 30-50, d'accord, pour simplifier aussi la présentation. Et puis, ce qu'on a vu lors du cours de mardi, c'est que effectivement, on pouvait peut-être considérer que les gens on peut considérer des points intermédiaires, et ces points, on peut peut-être les lier par des segments de droite. Pourquoi les lier par des segments de droite? Parce qu'en les liant par des segments de droite, on fait comme si, sur chacun des sous-intervalles, ce que j'ai appelé la densité de fréquence était constante. D'accord? À l'intérieur de chacun des sous-intervalles, les gens se répartissent uniformément. Les individus se répartissent uniformément à l'intérieur des sous-intervalles. Et c'est comme ça qu'on a constitué cette courbe de répartition continue linéaire par morceau. Du coup, dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus pertinent. Quelle est la médiane? La médiane, c'est ce qui va couper les gens en deux, la population en deux. Les gens qui sont, donc il y a 50% des gens qui sont au-dessus de la médiane, il y a 50% des gens qui sont en dessous de la médiane. Donc si vous partez du niveau 50, vous pouvez essayer de regarder ici, c'est ce que je fais là avec cette petite flèche bleue, vous pouvez regarder où on arrive. Et le point où on arrive, il est juste en dessous en fait de 10 ans, d'accord? Et ça, c'est la médiane. Et la médiane, vous la choisissez comme étant appartenant justement à cette droite en question. D'accord? Donc vous voyez, l'idée est simple. C'est qu'à 10 ans, on est à 52,1%. À 5 ans, on est à 33,5%. Donc la question, elle est très clairement d'essayer de trouver le nombre qui, par une interpolation linéaire, permet d'obtenir ça. D'accord? Alors, une manière simple de présenter les choses, c'est il faut faire, pour trouver la solution, il faut faire une approximation linéaire en fait. Il faut trouver le point ici du segment de droite entre ces deux points, d'accord, qui est précisément sur la droite qui lie les deux points en question. Donc ça consiste à faire une extrapolation linéaire ou une approximation linéaire, d'accord. Donc c'est ça l'idée. Hein. Vous voyez, effectivement, f de 10 c'est 52,1%, donc c'est un petit peu supérieur à 5%. f de 5 c'est très inférieur à 50%, c'est 33,5%. Donc nous ce qu'on cherche, c'est le nombre 3 points d'interrogation, qui est la médiane, d'accord, tel que f est égal à 50%. Donc faire une interpolation linéaire, ça revient à dire
voilà, la distribution est uniforme à l'intérieur de l'intervalle 5-10 ans, d'accord? La distribution est uniforme à l'intérieur de cet intervalle 5-10 ans. Cette distribution elle est uniforme. Quelle est la valeur qui correspond à la médiane en question? Et donc, c'est simplement trouver le point ici de ce segment qui est sur la droite qui lie les deux. Donc, c'est ça l'exercice qu'on doit faire, l'exercice mathématique qu'on doit faire. Alors, peut-être que pour faire cet exercice mathématique, il suffit juste de faire le dessin, et après on va comprendre l'algèbre qui va avec. Hein. C'est quoi ce dessin? Vous êtes dans un repère, ok? Donc là c'est un repère, ok? Je suppose, pour bien faire les choses, je suppose que ça c'est l'ancienneté dans le logement. Je suppose que le repère il est brisé. Hein, donc là, quand j'ai mis ces deux petits segments, c'est pour dire c'est une cassure dans le repère. Je sais que le numéro qui correspond à 5, c'est 33,5, d'accord, c'est là. Et puis celui qui correspond à 10, c'est 52,1 et c'est là, d'accord, c'est cette gradation-là. 52,1. Ok, c'est là. Donc j'ai ce point-là, c'est le point qui correspond à 5 et 33,5. Et puis j'ai ce point-là qui correspond à 10 et 2,1. C'est les points A et le point B. Le point A et le point B. Donc ce que j'ai supposé, c'est que la densité entre ces deux points, la répartition entre ces deux points, elle était un segment. J'ai supposé qu'il y avait une uniformité de la répartition parmi ces deux points. Et moi, ce que je cherche, c'est ok, la médiane, elle correspond à un niveau de 50%. Donc 50%, bien sûr, c'est plus proche de 52,1 que de 33,5%. D'accord? Et moi, ce que je cherche, c'est juste le point M qui appartient à ce segment. D'accord? Je cherche le point M qui appartient à ce segment et qui est précisément au niveau de ces 50%. Qui est précisément au niveau de ces 50%. Donc c'est exactement ça que je cherche. 50%, c'est ce qui va couper l'échantillon en deux, d'accord? Et le point M en question, c'est ce point-là. Et la médiane, elle est là, d'accord? La médiane, elle est là. Donc, quelle propriété on a? C'est que M, le point M, il appartient à la droite AB, ou au segment AB. Il appartient à la droite AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente de la droite qui lie M à B, c'est la même que la pente de la droite qui lie A à B. D'accord? La pente de la droite MB, c'est la même que la pente de la droite AB. D'accord? C'est comme ça qu'on va dire les choses. C'est quoi la pente de la droite MB? La pente de la droite MB, c'est simplement la manière dont on va... Entre M et B, il y a une distance verticale qui est de 52,1 moins 50%, et une distance horizontale qui est de 10 moins ME. Et cette pente-là, elle doit être la même que la pente globale, qui nous permet de passer en verticale de 52,1 à 33,5%, ou plutôt de 33,5 à 52,1, et en horizontale de 5 à 10. D'accord? Donc on a ce résultat-là. Si on écrit ces deux équations-là, on en déduit que cette pente de la pente ici de MB, d'accord, ça c'est bien la pente, de MB, cette pente de MB, elle est égale à la pente de AB. Et la pente de AB, c'est quoi? C'est tout simplement la pente de la droite AB, c'est tout simplement 3,72. 3,72, c'est quoi ces 3,72? C'est la densité de fréquence entre 10 et 15. C'est la densité de fréquence entre 10 et 15. Il y a 3,72% de la population qui est dans ce logement depuis 10 et 11 ans, etc. D'accord? Donc si vous utilisez cette petite relation-là, vous en déduisez la valeur de ME qui est de 9,44. D'accord? Donc le ME qui est ici, il est 9,44. Et bien sûr, on a cette propriété que le ME est proche de 10 parce que 52,1 et 50% est plus proche de 52,1 que de 33,5. Donc on a une forme de proportionnalité. Et donc ce que l'on vient de faire ici, c'est juste une approximation linéaire qui repose encore une fois sur cette question du calcul des densités de fréquence. Et donc ça c'est opérationnel encore une fois lorsque on est face à une variable qui est continue,
et que donc on peut approximer sa fonction de répartition par une courbe linéaire par morceau. Voilà le résultat qu'on a obtenu là. Alors je l'ai peut-être rédigé de manière un peu différente ici, hein, ce que je dis ici, hein, on a f de 10 qui est égal à 52,1, 33,5, et la question c'est quoi ME? ME c'est tel que f de ME égale 50%. Entre 5 et 10 ans, la densité de fréquence c'est quoi? C'est 3,72%. D'accord? Donc ça veut dire que entre 5 et 10 ans, j'ai bien dit 5 et 10 ans tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai pensé 10 et 11, c'est pour ça que j'ai dit 10 et 11, c'est bien entre 5 et 10 ans. Vous avez 3,72% de la population est sur 5-6, 3,72% de la population est sur 6-7, 3,72% de la population est sur 7-8, etc., etc. De sorte que la somme totale, la différence entre 33,5 et 52,1, à savoir 7,5 plus 2,1, ça fait 18,6. Ok, voilà. Et donc, en utilisant ça, vous pouvez aussi dire que, vous pouvez le voir en sens inverse, peut-être c'est un peu compliqué de le dire comme ça, mais ça veut dire que, ou encore, sur cet intervalle, 1% de la population correspond sur cet intervalle à une amplitude de 0,27 années, 1 divisé par 72. Et donc, dans ce cas-là, 10, c'est juste ME, ça correspond à 50, et donc ME, c'est pas exactement 10, c'est 10 moins, il n'y a que 2,1 années qui séparent 2,1% pardon, qui sépare 50 de 52,1, et donc ça va correspondre juste à un intervalle qui est un ME qui est de 9,44, donc voilà, de 0,56 années, d'accord. On a fait une règle de 3, une règle de proportionnalité, bref, on a fait une approximation linéaire ou une interpolation linéaire parce que, encore une fois, on a supposé que la fonction de répartition était linéaire par morceau, parce que à l'intérieur des classes, les individus étaient répartis de manière uniforme. Donc voilà le travail qu'on a effectué dans ce cas-là, avec cet exemple qui est peut-être un peu compliqué, mais qui montre le principe de ce type d'interpolation linéaire. Ok, bon, il nous reste encore un petit peu de temps avant la pause, peut-être que j'ai un petit peu plus vite dans mon bureau que durant les cours, je vais peut-être essayer d'un peu ralentir les choses. Alors, suivante, donc ça on a terminé ça, donc j'espère que j'étais clair, on le reverra en DE. Bon, on a notre exemple, voilà, calculer la médiane associée aux notes d'interrogation écrite. Bon, en fait, pour faire ça, c'est facile quelque part. Vous pouvez aller sur Excel, et classer les étudiants en ordre de mérite. Et vous allez repérer, en classant les étudiants en ordre de mérite, quelle est la note obtenue par l'étudiant qui est le 508e étudiant, puisque 508 c'est le milieu, c'est l'étudiant qui est au milieu. Donc classer les étudiants de 0 à 20, quoi, de moins 3 à 20, d'accord, et puis vous allez regarder la note qui est obtenue par 508e. Et ce qu'il y a en dessous, c'est des gens qui ont en dessous de cette note, ils sont en dessous de la médiane, d'accord. Et ce qui est au-dessus, c'est qu'ils sont au-dessus de la médiane, et les deux populations sont presque aussi nombreuses. Donc ça, c'est juste une manipulation que vous pouvez effectuer via Excel, d'accord. Peut-être pour vous le montrer, parce que ça on l'a pas fait, on l'a jamais vu, mais vous voyez que sur Excel, il y a un intérêt, c'est que sur Excel, vous pouvez classer, ici j'ai mes données, et mes données elles sont classées en fait ici par ordre alphabétique, hein. Je n'ai pas modifié l'ordre. Mais à partir de ces données, vous pouvez les reclasser. Regardez, c'est ce que je fais ici. Je reprends, je donne toute la zone, je mets en surbrillance toute la zone des 1016 résultats, d'accord, c'est ce que je fais, hein, ok. Donc vous avez à la fois la caractéristique de chacun des élèves, son niveau d'identification, le sujet qu'il a passé et sa note, d'accord. Et ce que je dis là, dans Excel, ah mince, ça a disparu, c'est moche, ouais, c'est là, d'accord. Je vais dans l'onglet Données, et dans Données, vous avez un truc c'est indiqué là, c'est trier. Je peux trier les données, et je peux les trier. Et voilà, trions-les. Alors il me demande comment je veux les trier, d'accord. Alors moi ce que je voudrais, c'est les trier par ordre de mérite. Donc la première chose que je veux trier, en fait, évidemment la première chose que je vais trier, c'est la note, d'accord. C'est la note. Et je le trier, effectivement, de la plus petite à la plus grande. Ou si vous préférez, on peut faire l'inverse, hein, de la plus grande à la plus petite. Après tout, on va donner le rang 1 à celui qui a la meilleure note, il est 20. Mais comme vous l'avez vu, il y a plusieurs personnes qui ont eu 20, donc si je fais ça, j'ai besoin d'ajouter un niveau de choix pour qu'on dise les choses. Donc après, en fait, ici, ça n'a aucune importance pour moi. Les étudiants ayant des numéros de différenciation qui sont différents,
Ce que je peux faire, c'est trier ensuite à l'intérieur par le numéro d'identification. Ça n'a évidemment aucun sens, hein, mais voilà, c'est juste pour lui indiquer comment il doit faire lorsque il y a plusieurs personnes qui ont besoin. Et là, si je clique sur OK, effectivement, bah, mon Excel, il va transformer tout ça, là, tout ce que j'ai écrit là, il va le transformer en mettant en premier donc celui qui a eu 20 donc, et qui a le plus petit numéro d'identification, et puis ensuite il va faire apparaître les autres, etc. Donc si je fais ça, bah, je peux y aller, là, je fais OK, d'accord. Vous voyez que la première colonne, c'est le numéro, donc c'est le rang. Celui-là, je ne l'ai pas mis, du coup il ne va pas être modifié, d'accord. Il ne va pas être modifié. Donc je le fais, hop, je fais, c'est bon, ça y est. Du coup, il apparaît ici, bah, tous les gens qui ont eu 20, les 18 qui ont eu 20, d'accord. Et maintenant, j'ai la répartition ordonnée des étudiants. J'ai la répartition ordonnée des étudiants. Vous voyez, ils sont tous dans l'ordre. Hein. Excel est puissant, hein, il est capable de faire ça. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est, n'oubliez pas, j'ai 1016 étudiants. Donc ce que je veux, la médiane, bah, c'est je regarde où est le 508e étudiant. Et le 508e étudiant, vous voyez, il est là. Il est là exactement. C'est lui le 508e étudiant. C'est lui. Et il a eu combien? Il a eu 10,75. Et vous voyez que en fait, il y a tout un paquet de gens qui ont 10,75. 10,75, c'est la médiane. D'accord. C'est la médiane. Vous avez autant de gens qui ont eu en dessous de 10,75 que ceux qui ont eu au-dessus de 10,75. Et comme en plus, il y a des gens qui sont à égalité, bah, c'est encore plus la médiane. Donc on a repéré de cette manière-là la médiane. Et la manière dont je l'ai fait, c'est aussi en utilisant cette fonction-là, données, trier. Okay. Alors, ce que je peux faire, c'est que, comme je veux revenir à mon format de données tel que je l'avais au départ, puisque là je viens de faire une modification, on a toujours la possibilité dans Excel de revenir en arrière et d'annuler ce qu'on vient de faire. Donc c'est ce que je fais maintenant. Et vous voyez que pour ça, on fait annuler, trier. Hein, c'est marqué, d'ailleurs quand je suis dessus, voyez, c'est annuler, trier. J'annule mon tri et je reviens au classement tel que je l'avais et à mes données initiales. Et j'ai bien vu, en faisant ça, que effectivement le 508e étudiant, dans l'ordre de mérite, il avait 10,75. Il avait 10,75. Et donc, ce 508e étudiant, c'est l'individu médian, c'est l'individu médian. Il est tel qu'il y a autant de gens qui sont au-dessus de lui que de ceux qui sont en dessous de lui. Donc c'est la médiane, sa note, c'est la médiane, et c'est 10,75. C'est ce que j'ai mis ici, hein, vous voyez, on a trié les gens par de mérite, et voilà, on a 10,75, et c'est la médiane, et c'est lui, c'est sa note qui est la médiane en question. Alors, il pourrait y avoir une difficulté technique, pas très intéressante. C'est que ici on a un nombre pair d'étudiants. Donc effectivement, quand on a un nombre pair d'étudiants, le problème c'est que si on prend le 508e, en fait il n'y en a que 507 au-dessus de lui, et puis il y en a 508 au-dessus de lui. D'accord. Donc on peut avoir ce déséquilibre-là. C'est pas très intéressant cette question. C'est vrai que si c'était impair, on aurait vraiment quelqu'un qui divise en deux. D'accord. Mais ça c'est juste une question de hasard de la taille de notre échantillon. Donc c'est pas une question très très intéressante, mais on la signale quand même. Autre manière de voir les choses, ça serait de partir de la fonction de répartition. La fonction de répartition, on peut l'exprimer, et dans mon Excel, je peux l'exprimer soit en termes de nombre. La fonction de répartition, vous vous rappelez, c'est la fréquence, le nombre de fois, en fréquence, quoi. C'est la fréquence telle que la note obtenue est inférieur à un petit x. C'est le nombre de fois, c'est la proportion, d'accord, de l'échantillon tel que la fréquence est inférieure à un petit x. Donc ici, bien sûr, ça se termine par 100%, et ça commence à 0%, et évidemment que c'est une fonction qui est tout le temps croissante. Fonction croissante. Donc on l'a obtenu ici, vous voyez, avec nos 1016 étudiants. Si on regarde, bah, c'est ce que j'ai fait précisément là, c'est que, en fait, je peux regarder à quelle valeur correspond 50%. Donc si vous êtes à 50%, on a bien compris que ce qui est au-dessus, c'est les gens qui ont une note supérieure, ils sont 50%, et d'autres qui sont à 50%. Donc si on fait ce calcul-là, vous regardez à quel niveau ça correspond sur la fonction de répartition, c'est 50%, et vous tombez sur quelque chose qui est à peu près 10,75. Vous voyez ici, c'est à peu près 10,75. Mais bien sûr, c'est le même résultat. Il n'y a aucune raison que les deux résultats soient différents. Et là, en l'occurrence, ne s'agissant pas d'une approximation, on doit trouver le même résultat. On trouve le même résultat, qui est cette médiane à 10,75. Donc les deux démarches sont parfaitement équivalentes. Il me semble que quand on dit on va classer les gens, on comprend mieux, en fait. Hein. Évidemment, on comprend mieux. Vous voyez que la médiane aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça n'a de signification que si on étudie une variable quantitative. On ne va pas dire
quelle est la médiane de la couleur des yeux. Enfin, d'accord, puisqu'on ne peut pas classer bleu, vert et autre chose. Donc ça va de soi, mais vaut mieux le redire également. Voilà. Donc ça, c'était sur la médiane. Médiane, conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu sur la médiane? La médiane, c'est la valeur de la variable qui sépare la population en deux parties de taille égale. Donc 50% en dessous, 50% au-dessus. D'accord. C'est la valeur de la variable telle qu'on est ça. Donc 10,75. L'étudiant qui a eu 10,75, c'est l'étudiant médian, et la note médiane, c'est 10,75. Il y a autant de gens qui ont eu une note inférieure à 10,75 que des gens qui ont eu une note supérieure à 10,75. Ça se calcule rapidement, en classant les individus, et la signification est claire. Donc effectivement, et ça signifie quelque chose. Hein. On repère en fait ce qu'est le milieu de la société, finalement. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas affecté par des observations aberrantes. Je veux dire, quand je dis que c'est pas affecté par des observations aberrantes, c'est que ici, bon, les notes de TD sont comprises entre 0 et 20. Et si tout d'un coup, vous regardez le revenu ou d'autres variables de ce type-là, bah, si vous ajoutez quelqu'un qui a un niveau extraordinaire de revenus, il ne va pas changer la médiane, enfin quasiment pas changer la médiane, parce qu'il n'est qu'une seule personne dans une population. Donc son poids n'est pas relatif à sa richesse, mais juste à ce qu'il a lui, c'est-à-dire un individu de plus dans la population. Un autre truc assez pratique, c'est que la médiane, bah, sa valeur, elle n'est pas, contrairement au mode, elle n'est pas affectée par le découpage des sous-classes, elle n'est pas affectée directement. Un défaut de la médiane, c'est que elle ne se prête pas forcément au calcul algébrique. On va le comprendre peut-être un petit peu mieux après, quand je vais revenir sur la comparaison des sujets A et des sujets B, ce que je n'ai pas encore du tout fait pour le moment. C'est un point sur lequel je vais me permettre de revenir juste ensuite. Donc voilà pour la médiane. La moyenne. Alors voilà la moyenne. Donc la moyenne, finalement, c'est le concept par lequel on aurait pu commencer. Hein. La moyenne, c'est quoi? La moyenne, si on regarde par rapport à ces tableaux de distribution, donc on a des modalités possibles d'une variable, d'accord, donc qui prennent des valeurs de 1, de i égale 1 à k, d'accord. On a vu qu'on avait des fréquences qui étaient associées à ça. Bah, la moyenne, ce qu'on appelle x bar, c'est simplement la somme des i égale 1 à k, des fi, la fréquence, multipliée par xi. Donc c'est la moyenne pondérée par les fréquences. C'est la moyenne pondérée par les fréquences. À un moment, j'avais introduit cette notion que j'avais bien aimée pour les individus de l'Asper, qui était la notion de produit scalaire, d'accord, qui était la notion de produit scalaire. Finalement, la moyenne, c'est simplement le produit scalaire entre les fréquences qui sont à 1, c'est les pondérations de la moyenne, et puis les valeurs possibles de la variable qui sont x, hein, d'accord. Donc c'est ça la formule de la moyenne que je mets en avant ici. Sur Excel, on y reviendra aussi, hein, vous vous rappelez que le produit scalaire, on avait utilisé une fonction qui était la fonction SUMPROD, qui nous permet de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. D'un côté, entre le vecteur des fréquences et le vecteur des variables possibles. Donc ici, sur l'exemple qui est en dessous, on nous propose, sur une variable discrète, les choses sont faciles à comprendre, et donc je vais les présenter maintenant. On a 4 catégories possibles, et on cherche à voir le nombre d'enfants moyens par famille. Bon, le problème, c'est que dans cet exemple-là, donc ça c'est bien le xi, ça c'est bien le ni, et ça c'est bien le fi. Donc on voudrait combiner en fait ceci, le fi, d'accord, pas la somme, hein, le fi, évidemment le fi somme à 100%, et puis avec les valeurs possibles qui sont 1, 2, 3, 4 et plus. Le problème c'est que 4 et plus, on ne sait pas très bien ce que c'est, donc 4 et plus, en fait, on a un problème, c'est que là, si on cherche la moyenne, qui est le nombre moyen par famille, on n'a pas d'information, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Donc, le problème, c'est que 4 et plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4, ça veut dire 5, ça veut dire 6. Quelle est la taille moyenne des familles avec plus de 4 enfants? D'ailleurs, c'est une question qui est posée lors de la DE. Supposons ici que ce soit 5. Dans ce cas-là, ok, bah, c'est très simple. On va prendre la fréquence 45,3%, c'est-à-dire 0,453, on va multiplier par 1. La fréquence 38,1%, on va le multiplier par 2, puisque c'est 2 enfants. La fréquence 12,9%, on va le multiplier par 3. D'accord. Et puis enfin, la fréquence 3,7%, et puis on va le multiplier par, non pas par 4, mais par 5, parce qu'on a supposé que 5 est la valeur représentative, ce qui est un choix un peu bizarre. Maintenant, vous voyez bien que comme ces familles sont peu nombreuses, qu'on prenne 5 ou 6,
ça ne va pas changer énormément la logique. Donc prenons 5, en fait c'est un petit peu plus comme on l'a vu dans la DE, et on obtient un nombre d'enfants par famille qui est de 1,79. Évidemment, on aurait pu faire ce même calcul, non pas à partir des fréquences, mais à partir des effectifs. Et dans ce cas-là, il aurait fallu bien sûr diviser par l'effectif total. Un point important à souligner, c'est que, comme vous le voyez ici, hein, la fréquence, la moyenne, c'est pas une valeur observée de la variable. Hein. Aucune famille, évidemment, n'a 1,81 enfants. Parce qu'on est dans un cas discret. Donc, évidemment, si on est au milieu de deux entiers, on a peu de chance d'être un entier. Hein. Donc, ça paraît assez évident, mais ça a quand même une signification. Hein. C'est quand même une signification. Donc, voilà, c'est une manière de faire aussi. Rappelez-vous, quand on avait calculé la médiane, on avait un problème à ce niveau-là parce qu'on ne savait pas très bien où on était. Bah là, la moyenne, on peut la calculer et ça a une signification et c'est intéressant de le faire, même lorsque la variable est discrète. Si on reprend l'exemple, et je vais terminer là-dessus avant la pause, si on reprend l'exemple de l'interrogation écrite, d'accord, j'ai la répartition ici et j'ai sur Excel, j'ai deux manières de calculer la moyenne parmi les étudiants. Soit je prends la série, c'est pas une série temporelle, ça c'était mon truc de l'année dernière. Je prends la série elle-même et je calcule, j'ai n égale 1016 étudiants, je fais la somme de toutes les notes des étudiants et je la divise par le nombre d'étudiants et j'obtiens la moyenne en question. Si je fais ça, j'obtiens une moyenne qui était de 10,61%. D'accord ? Donc ça, c'est une première manière de faire. Une manière complètement équivalente, c'est je pars de l'histogramme ici, qui est un histogramme exhaustif, c'est-à-dire qui tient compte de toutes les notes possibles, avec un pas de 0,25. Je compte le nombre de fois où j'ai des 20, d'accord ? J'ai une courbe de fréquence, c'est ma fréquence. Ma fréquence, en fait, c'est simplement mes histogrammes, c'est la hauteur de mes barres que l'on voit sur mon écran, hein, ici, hein, d'accord, on voit les barres, hein, donc c'est bien ça. Et je fais le produit scalaire, entre les deux, et j'obtiens bien sûr le même résultat, d'accord. Alors je ne sais pas pourquoi ici, si je sais pourquoi, mais ce n'est pas des pourcentages, donc j'enlève les pourcentages, et j'obtiens le même résultat. Alors je terminerai juste en le montrant sur Excel, comment je fais sur Excel, pour faire ça. Sur Excel, je l'ai fait ici. Vous voyez que j'ai mes données. Toutes mes données, elles sont là. Elles vont de D2 à D1016. Donc, quand j'ai fait la moyenne, bah, en fait, pour faire la moyenne, il y a une fonction sur Excel, d'accord ? Il y a une fonction sur Excel. La moyenne, vous pouvez la calculer en ayant ce truc, en prenant toutes les notes de D2 à D2017, d'accord ? Et en faisant la moyenne, en écrivant la fonction moyenne sur Excel, la égale moyenne, et ça vous donne cette moyenne de 10,61048. J'ai une manière alternative, là je suis dans la population totale, je reviendrai après sur la moyenne parmi la population A et la population B. Remarquez, je peux le faire tout de suite. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux calculer la moyenne sur la sous-population A et la sous-population B. Les A, c'est ceux qui ont passé le sujet A, et les B, c'est ceux qui ont passé le sujet B. J'ai une fonction sur Excel qui s'appelle moyenne si. Je fais la moyenne des D2 jusqu'à D1017, d'accord ? Et vous voyez que ici j'ai mis un truc avant, c'est ma condition c'est le si. Je fais la moyenne uniquement si le groupe, d'accord, est égal à A. C2, C1017, point virgule A, c'est pour dire je le fais uniquement sur la sous-population A. Et là je le fais de la même manière sur la sous-population B. Bon, enfin, et je terminerai encore là-dessus, j'ai une autre manière de le faire qui doit me donner exactement le même résultat. Je peux utiliser les fréquences que j'ai repérées, d'accord ? Ici, vous voyez ce que je fais, c'est que je fais un sum prod de quoi ? Je fais un sum prod, c'est un produit scalaire de f et de x. F de x, c'est quoi ? X, c'est les notes. Donc, c'est les classes de notes. En fait, c'est pas des classes, c'est toutes les notes possibles, de moins 3,5 jusqu'à 20, d'accord ? Donc, je les ai toutes ici, ok ? Et en construisant mon histogramme, j'ai repéré le nombre d'étudiants qui avaient obtenu cette note. J'ai aussi repéré, en fait, le pourcentage des étudiants, c'est dans cette colonne, la colonne O, qui ont obtenu cette note. Donc, une manière de faire la moyenne, c'est avec ma deuxième technique, c'est de faire le produit scalaire, donc un sum prod, entre quoi et quoi ? Sum prod entre le vecteur des notes et le vecteur des fréquences. Et en faisant ça, j'obtiens la moyenne de la même manière. Et évidemment, j'obtiens, vous voyez, exactement la même moyenne, parce que le calcul est exactement similaire. Il est exactement similaire. D'accord ? Exactement. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve après une
une petite pause. Je vous remercie de votre attention. Voilà, on est reparti après cette pause. Donc on avait vu deux manières de calculer la moyenne qui ici est complètement équivalente, soit directement à partir des données, soit en utilisant l'histogramme. Et dans l'exemple que j'ai donné ici, l'histogramme que j'appelle exhaustif rend compte de toute la distribution. Et donc évidemment, les deux donnent une moyenne de 10,61. Donc voilà, la moyenne parmi les étudiants est de 10,61. Alors, l'histoire que j'ai racontée, évidemment, l'histogramme n'est pas toujours ce que j'ai appelé exhaustif. On a souvent, et c'était le cas dans l'ancienneté dans le logement, etc., une distribution de la valeur sur des classes, des distributions de la variable sur des classes de valeurs. Et lorsqu'on a une distribution de la variable sur des classes de valeurs, encore une fois, c'est le cas dans l'exemple de l'ancienneté dans le logement, en fait, on voudrait calculer aussi une moyenne, et pour prendre une moyenne, on a envie de prendre un point qui est représentatif de la classe de valeur. Et comme on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la classe, on est obligé de faire une hypothèse. Et l'hypothèse qu'on pourrait faire, une hypothèse assez raisonnable, c'est de prendre le centre de la classe pour calculer la moyenne. Donc évidemment, c'est une approximation, parce qu'on n'est pas sûr que le centre de la classe soit vraiment représentatif. C'est une approximation qui est juste, toujours avec la même hypothèse. L'idée que à l'intérieur de la classe, la distribution puisse être uniforme. Donc une manière de le faire lorsque on a des classes de valeurs et lorsqu'on ne sait pas très, très bien ce qui se passe, c'est finalement on doit prendre un point représentatif de la classe et prendre un point représentatif de la classe. L'idée de prendre son centre, c'est juste accepter l'idée qu'à l'intérieur de la classe, effectivement, il puisse y avoir une représentation uniforme, une distribution uniforme à l'intérieur de cette classe et que le centre soit donc bien le point représentatif de la classe en quelque sorte. C'est pas forcément vrai, mais c'est ce qu'on peut tenter de faire. Voilà, donc dans ce cas-là, dans ma moyenne, dans mon calcul avec mes fréquences, ce que je vais faire apparaître, c'est pas, voilà, j'ai des intervalles xi plus 1, c'est pas xi ou xi plus 1, c'est simplement xi plus xi plus 1 sur 2, c'est-à-dire le centre de la classe. Ce que ça revient à faire, c'est que ça revient simplement à poser l'uniformité effectivement de la distribution à l'intérieur de chaque classe, lorsque les classes sont de même amplitude. Évidemment, si on connaissait la moyenne de chacune des classes, on pourrait utiliser cette moyenne de chacune des classes. En général, on ne la connaît pas, donc on va prendre le centre parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. On peut le faire avec mon interrogation écrite, avec notre interrogation écrite. Imaginons que on ne dispose pas de toutes les données, d'accord. Simplement, on nous a donné ça, l'histogramme, avec un regroupement qui est pas totalement exhaustif, qui est un regroupement par classe d'amplitude de 1 point. Donc on a comptabilisé le nombre de gens qui ont entre moins 4 et moins 3, bon, plutôt ceux qui ont entre 18 et 19, 19 et 20, etc. Et donc on avait cet histogramme, d'accord. À un moment, on a introduit cet histogramme. Le problème, évidemment, c'est que si on n'a que cette information-là, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de chaque classe. Donc l'idée, elle est simple, c'est de dire, ce qui se passe à l'intérieur de la classe 19-20, d'accord, c'est en moyenne des gens qui ont 19,5. À l'intérieur de la classe 18-19, c'est en moyenne des gens qui ont 18,5, etc. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir faire comme si finalement le point qui est au milieu de la classe est représentatif de la classe lui-même, parce qu'on ne sait pas trop en fait, d'accord. Ça revient simplement à dire que la distribution est uniforme à l'intérieur de la classe, et c'est pas une hypothèse qui est très choquante. Si on fait ça, ok, voilà, si on le fait, on va le faire ça, donc on va prendre cet exemple-là, 18, 18,5, etc. Donc c'est l'exemple, ici on va prendre 18,5 comme 19,5 comme centre de classe, ici 18,5, etc. Donc c'est cette manière-là qu'on va le faire, d'accord. Voilà, on va calculer la moyenne, mais la moyenne, la fréquence sur les centres de la classe. Qu'est-ce que ça donne dans le cas IE1 ? Je l'ai fait en fait, alors on pourrait voir comment je l'ai fait. Et dans ce cas-là, on trouve une moyenne qui est de 10,48. Et vous voyez que la moyenne de 10,48, elle n'est pas très éloignée de la vraie valeur qui est de 10,61, mais elle est un petit peu inférieure. J'allais dire qu'elle est un petit peu inférieure. Une des raisons pour lesquelles elle est un petit peu inférieure, c'est un peu subtil, c'est que vous voyez que si vous prenez par exemple dans le 19-20, c'est quoi?
c'est des gens qui ont 19,25, puisque 19 est exclu, 19,75, d'accord, et 20. Et peut-être que en prenant, et 19,5 bien sûr, j'ai oublié le 19,5 qui est au milieu, d'accord, en prenant 19,5, je suis pas assez rigoureux, il faut peut-être que je prenne quelque chose qui est entre 19,5 et 19,75. Bon, on est quand même un petit peu là, dans des degrés de raffinement qui sont un petit peu élevés, mais on a ce problème-là, le centre de la classe n'est pas forcément relatif, mais en gros, c'est quand même une approximation qui est relativement pertinente, hein, d'accord. Comment je l'ai fait sur Excel? On peut le voir sur Excel, excusez-moi, sur Excel, vous pouvez le voir. Pour le faire sur Excel, il suffit juste de regarder, vous voyez que j'avais fait ce calcul-là ici avec les notes, moins 4 jusqu'à 20, d'accord, donc c'est ces regroupements-là ici qui sont faits avec des notes de moins 4 à 20, donc c'est avec des intervalles, ok, et j'ai calculé le nombre d'observations. C'est la fréquence qui est ici. Donc c'est ça qui est ici. Donc la manière dont je peux calculer la moyenne à partir de ça, c'est prendre la moyenne par rapport à l'histogramme, c'est faire un sum prod de quoi? Un sum prod des notes S2, S26. Mais attention, il faut que je considère le centre de la classe, c'est pour ça qu'ici c'est le centre de la classe que j'ai constitué, d'accord? Donc vous voyez, c'est 19,5 pour 20, 18,5 pour l'intervalle 18-19, 17,5, etc. Et je vais faire un sum prod avec quoi? Avec des effectifs, donc ici j'ai appelé ça les fréquences, mais en fait c'est les effectifs, divisé par les effectifs totaux. Et j'obtiens 10,48. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Bon, c'est peut-être pas un point qui est très très important, vous pouvez peut-être regarder comment je le fais, mais c'est pas, je ne considère pas comme ça un point fondamental du cours, on est plutôt ici dans des raffinements un peu particuliers. Donc voilà ce qu'on obtient dans le cas de l'IE1 en faisant ce petit calcul de cette manière-là. Okay, alors, on a introduit trois concepts. Le mode, c'est la fréquence dominante, l'endroit où il y a plus de gens. La médiane, c'est la note qui coupe l'échantillon en deux parties égales, avec au-dessus et en dessous. Et puis la moyenne. C'est intéressant de regarder effectivement où se situe la médiane, la moyenne et la mode. Quelquefois on parle de distribution symétrique pour expliquer qu'il y a une espèce de répartition symétrique des individus parmi les notes. Une distribution symétrique, effectivement, elle est caractérisée, elle est caractérisée strictement par l'idée que la médiane puisse être à peu près la moyenne et puisse être à peu près le mode. Voilà ce qu'est une distribution symétrique. Ce serait une distribution qui serait en cloche en quelque sorte. On va avoir une distribution qu'on appelle une distribution normale. Donc c'est cette idée de symétrie dans la distribution. Si on regarde nos notes d'interrogation écrites, évidemment en regardant l'histogramme exhaustif, est-ce que c'est symétrique? Est-ce qu'on a l'impression que c'est distribué comme étant quelque chose qui est relativement égalitaire de deux côtés? On peut faire une symétrie centrale de cette distribution. La médiane est à peu près égale à la moyenne, puisqu'on a vu que la moyenne était 10,61. La médiane est 10,75, d'accord? Ça signifie qu'il y a peut-être plus de gens qui ont eu qui ont eu en dessous de la moyenne qu'au-dessus de la moyenne, c'est ça, hein? Ça va... Non, c'est l'inverse. Il y a plus de gens qui ont au-dessus de la moyenne que celles qui sont en dessous. Et comme la moyenne est plus faible, ça signifie que ceux qui sont en dessous, qui sont dans la queue de distribution, ont des notes plus éloignées, en fait. Hein. C'est peut-être lié au fait qu'il y a des notes négatives. Mais bon, on observe en tout cas que la moyenne n'est pas très éloignée de la médiane. Et puis par contre, le mode, lui, il n'avait aucun intérêt, ce mode. Il était à 18,5, où il y avait 30 étudiants qui ont obtenu 18,5 ou 18,75. Bon, c'était pas très très intéressant, c'était juste cette espèce de pic là qui était atteint. On ne sait pas pourquoi, ça n'a pas beaucoup de significativité. Difficile en regardant cette distribution de savoir si elle est symétrique ou pas. Elle n'est pas très très loin d'être une distribution symétrique, mais elle n'est pas exactement. Peut-être les choses sont plus claires si on regarde la distribution, cette fois calculée non pas directement à partir de la distribution exhaustive, mais en faisant des regroupements justement. Et donc on voit cette distribution bleue qu'on a obtenue en faisant des regroupements par classe. Finalement, elle gomme un peu les fluctuations, les espèces de pics qu'on a dans l'autre, hein, d'accord. Elle est plus régulière. Et là, on voit mieux quelque chose. Je pense qu'on voit mieux, d'abord, la moyenne 10,61, la médiane de 10,75, et l'intervalle modal, celui qui est le plus représenté là, il est entre 10 et 11, d'accord. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas très très loin d'une situation où la moyenne est égale à la médiane et presque égal au mode. Enfin, en tout cas, l'intervalle modal est aussi contient la moyenne et la médiane. Donc, est-ce pour autant une distribution symétrique?
C'est pas évident, vous voyez, si je la coupe en deux ici, si je la coupe en deux ici, bah, oui, peut-être qu'elle n'est pas très très loin d'être symétrique, mais pas, pas complètement. Une des raisons pour lesquelles elle ne l'est pas, c'est que vous voyez qu'effectivement, du côté du 20, d'accord, du côté du 20, il y a les notes, comme on n'a pas noté au-dessus de 20, d'accord, par construction de la variable, on n'a pas noté au-dessus de 20, on a l'impression qu'ici, il y a une espèce de barrière qui tient le truc. Alors que de l'autre côté, ça s'étale, puisqu'il y a même des gens qui ont moins 3 à l'interro, hein, ça va au-delà de 0. Donc, le fait qu'on ait regardé la distribution de cette manière-là, en laissant la distribution en fait s'étendre du côté négatif, ça crée une forme d'asymétrie. Bon, bah, voilà, mais c'est pas une propriété non plus très très intéressante, hein. Moi, il me semble que la distribution est relativement symétrique, mais c'est juste question de coup d'œil et évidemment c'est difficile. Enfin bon, en tout cas, une distribution symétrique, elle a nécessairement une médiane qui est la moyenne et qui est le mode. Et voilà. Euh, bon. Sauf si elle est une distribution bimodale. Bon, ça serait un peu compliqué hein, de dire voilà, on a une distribution qui serait comme ça, et qui est symétrique, mais symétrique parce qu'elle a deux modes de même taille, d'accord, et donc elle est symétrique au milieu. C'est un cas un peu particulier. Ok, donc ça c'est pas très, très intéressant de le dire de cette manière-là. Un exemple de distribution asymétrique typique, les notes peuvent être distribuées relativement symétriquement, mais la distribution des ménages selon l'ancienneté dans la résidence principale, c'est exactement une distribution asymétrique qui a toutes les raisons d'être symétrique, parce que, encore une fois, les gens qui déménagent beaucoup, ils déménagent beaucoup en début de vie, d'accord. Et donc évidemment, ils ne restent pas longtemps, et donc ils sont surreprésentés. Donc si vous regardez l'histogramme qui est associé à ça, et on l'avait déjà calculé hein, en rectifiant les fréquences, d'accord. Donc vous voyez que ici, le mode, il est là, d'accord. C'est bien la classe modale, entre 0 et 5 ans. Ok, on a rectifié les fréquences. Et la distribution, elle est clairement asymétrique. Elle est clairement asymétrique, hein. Il y a beaucoup plus de masse du côté des 0,5 ans que du... Donc on a une ancienneté modale qui est dans la classe 0,5, une ancienneté médiane que l'on peut calculer qui est autour de 9,4 années, il me semble qu'on l'a calculé, et puis une ancienneté moyenne qu'on peut aussi calculer, je crois qu'on ne l'a pas fait mais on aurait pu le faire, qui est de 14,7 années. Donc dans ce cas-là, on a une distribution qui est très oblique à gauche, hein, enfin, voilà, qui est très oblique à gauche, qui est concentrée sur le côté gauche, proche de 0, d'accord. Donc très oblique à gauche, je ne sais pas si cette expression est très, très mathématique, mais on comprend bien que cette distribution est asymétrique, et c'est vrai que le mode, la médiane et la moyenne sont très éloignés les unes des autres. Il y a la distribution symétrique qui est remarquable, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Donc la courbe de Gauss, alors évidemment, on va parler dans vos études, finalement c'est une forme de distribution idéale, alors c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas, je veux dire, c'est une courbe en cloche en fait, c'est une courbe en cloche mais qui a une forme qui est exponentielle de moins 1,5 de x moins x bar au carré. Donc c'est un truc un peu compliqué, hein, même moins 1,5 sur sigma. C'est une fonction paramétrique un peu compliquée. Et cette courbe de Gauss, justement, c'est une courbe dans laquelle on a un mode qui est égal à une médiane et qui est égal à la moyenne. Et donc c'est une distribution symétrique qui est remarquable. On y reviendra, pas dans ce cours-là, mais vous y reviendrez bien sûr dans vos études, parce que ça joue un rôle mathématique très important. Et pas simplement par sa forme, mais parce qu'elle correspond à quelque chose qui se répète tout le temps. Et donc c'est intéressant de regarder ça. Les gains que vous pouvez obtenir à des jeux de pile ou face, etc., quand vous faites beaucoup de tirages, finissent par ressembler à une courbe de Gauss. Et donc ça c'est un résultat mathématique évidemment éminemment intéressant. Voilà, donc ça c'est bien une courbe symétrique. Voilà, donc j'ai terminé sur les caractéristiques de tendance centrale. Il me reste un petit peu de temps pour vous parler maintenant des caractéristiques de dispersion, puisque c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Caractéristiques de dispersion, c'est on a la tendance centrale, et maintenant la question qu'on se pose, c'est comment les gens se répartissent autour de cette tendance centrale. C'est ça la question. Comment ils se répartissent autour de cette tendance centrale. Est-ce qu'ils sont tous concentrés près de la médiane, près de la moyenne? Et dans ce cas-là, ça constitue un mode, puisque s'ils sont tous concentrés près de la moyenne et près de la médiane, c'est là où ils sont les plus nombreux, donc c'est une forme de mode. Ou est-ce qu'ils sont au contraire étalés? Est-ce que la distribution s'étale? Est-ce qu'il y a l'hétérogénéité dans la population? Est-ce que tout le monde a la même note? Est-ce que tout le monde a 10,61? Ah non, en fait, il y a un écart type, il y a une distribution autour de cette note, c'est ces caractéristiques de dispersion qui les notent. Donc quel est l'écart à la tendance centrale? De combien on est éloigné de la tendance centrale? Donc c'est réfléchir à l'homogénéité des notes, voilà, ou au contraire, leur hétérogénéité parmi les étudiants.
On a pas mal d'indicateurs de dispersion qui sont l'étendue, bon c'est assez évident, l'écart type, la variance, l'écart absolu moyen, et les intervalles et les rapports interquantiles. Donc c'est ce qui va nous intéresser là dans la suite d'aujourd'hui et puis lors de notre dernier cours, puisque on a presque maintenant achevé le programme. On est arrivé au bout bientôt de nos 12 séances. Donc je continue. Première manière de se poser des questions sur la dispersion, c'est de regarder les deux extrêmes, quoi, hein. L'étendue de la série, c'est son intervalle de variation. Elle va de combien à combien? Donc les notes, elles vont de 20 à moins 3,25. Je crois que c'est 3,25, je suis plus sûr, c'est peut-être 3,5, pas très important. En tout cas, l'étendue, c'est la différence entre les deux, c'est 23,25. Donc c'est la base de l'histogramme, c'est la manière dont il est étalé, ok. C'est toujours intéressant à repérer, évidemment, si vous voulez tracer l'histogramme. Quand vous voulez tracer l'histogramme, c'est toujours intéressant de voir à partir de quel point vous allez commencer, quel point vous allez finir, tout simplement. Est-ce que ça a un intérêt au-delà? Des valeurs extrêmes, et des valeurs extrêmes, c'est pas forcément des valeurs très très intéressantes parce qu'elles ne sont pas très très représentatives de ce qui se passe. Mais elles peuvent l'être. C'est intéressant de voir qu'il y a 18 étudiants qui ont eu 20, il me semble. Ça montre que voilà, il y avait une possibilité d'avoir 20 cet interro et ça a une signification. Quelquefois, on a un peu tendance, lorsqu'on a des valeurs extrêmes, à les laisser de côté, en les voyant comme des formes de points aberrants qui ne fournissent pas d'informations sur les phénomènes. Donc comme des points un peu anecdotiques, des erreurs de l'histoire ou des choses comme ça. Et c'est donc, en anglais, on appelle ça outlier. En français, on va dire point aberrant. Mais vous voyez que point aberrant, ça veut dire que c'est un peu aberrant, quoi. Donc c'est un peu extrême, donc ça n'a pas de signification. Pourtant, bien souvent en économie, mais aussi dans d'autres domaines, c'est quelquefois les événements extrêmes qui font les réalités historiques, hein, les catastrophes, etc. Il y a cette théorie du Black Swan, du cygne noir, qui est présente, qui est un peu ça, qui est de dire finalement ces événements extrêmes dictent davantage l'évolution des choses que les événements moyens. Donc bien sûr qu'il faut y faire attention, et bien sûr qu'il faut aussi les caractériser, et quand on s'intéresse par exemple à des questions de stabilité financière, etc., on va regarder ces cas extrêmes qui poussent à des crises. Donc ça peut être des tremblements de terre, ça peut être des effondrements boursiers, ça peut être la faillite d'une banque. On voit bien que ces valeurs extrêmes qui sont situées dans ce qu'on appelle les queues distribution, c'est-à-dire au bout des distributions, donc on ne voit pas souvent, mais quand ils arrivent c'est grave, et ils justifient beaucoup de choses, hein, ils justifient beaucoup de politiques publiques, beaucoup de régulations, et donc on doit les considérer. Donc on doit considérer ça, et donc il faut faire attention aussi au max et aux mines, d'accord. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de chercher, de réfléchir et de chercher à caractériser finalement la distribution en termes d'écart à la moyenne. On a une moyenne de 10,61, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont loin de cette moyenne ou pas? Donc ce qu'on voudrait, c'est essayer de mesurer les écarts à la moyenne, de 10,61, et puis peut-être de faire une moyenne des moyennes des écarts. Une moyenne des écarts à la moyenne, pardon. Une moyenne des écarts à la moyenne. Donc pour ça, on veut utiliser un espèce de concept de distance. Alors souvent, en mathématiques, en fait, on a plusieurs concepts de distance, hein. Vous voyez, imaginez ici, je représente la distance, précisément. Je représente une distance, et puis voilà, ça c'est, je vais faire ce graphique, hein. Ça c'est la valeur d'une observation, xi, d'accord. Ça c'est la moyenne, x bar. Ça c'est la moyenne, x bar, d'accord. Et ça c'est la distance qui sépare xi de x bar. Donc imaginez que xi vaille 3 et que x bar vaille 2, d'accord. Si vous êtes à 3, vous allez dire, c'est facile, l'écart, la distance, c'est une distance qu'on va appeler une distance euclidienne. Une distance euclidienne, ça consiste simplement à prendre la valeur absolue de l'écart. Donc c'est ça la distance euclidienne. Okay. Donc la distance euclidienne, pour la tracer, c'est assez facile de comprendre aussi, c'est une valeur absolue. Donc évidemment, si xi est égal à x bar, la distance et la moyenne est égale à 0. Et sinon, vous tracez une droite dont la pente est de 45 degrés, d'accord, des deux côtés, et vous obtenez comme ceci cette distance à la moyenne. Donc ça, c'est bien la distance euclidienne à la moyenne, c'est bien xi moins x bar. Et donc on pourrait très bien faire ça de cette manière-là, faire la moyenne des distances à la moyenne. Donc vous avez 10,61, vous avez quelqu'un qui a 20, voilà, il a une moyenne de distance à la moyenne qui est de 9,39. Vous calculez cette moyenne des moyennes,
cette moyenne des écarts à la moyenne, et vous trouvez quelque chose qui indique la dispersion, la moyenne des écarts à la moyenne. Mais en fait, c'est pas souvent comme ça qu'on fait. On aime bien prendre une autre mesure de la moyenne, qui est la moyenne, et on l'avait déjà vu pour les moindres carrés. On va prendre comme mesure de la distance, non pas la moyenne en valeur absolue, mais l'écart ou la distance quadratique. Donc l'écart et la distance quadratique, bah, ça revient en fait à considérer une parabole. Ça revient à considérer une parabole, d'accord? Donc ça, peut-être que j'aurais dû le mettre en rouge, hein, c'est un peu une erreur de ma part, mais c'est trop tard, je l'ai fait. C'est xi moins x bar au carré. C'est une moyenne quadratique. Donc ces deux fonctions ont des propriétés un petit peu différentes. Vous voyez que la fonction x moins x bar, elle est supérieure à x moins xi pour des distances petites, et puis après pour des distances très grandes, au contraire, xi moins x bar au carré est beaucoup plus important. Okay, la valeur absolue correspond à une distance usuelle. C'est la manière dont on mesure la distance. Hein. On considère que la distance entre Londres et Paris, c'est le nombre de kilomètres. On fait pas, voilà, on cherche pas quelque chose de plus compliqué pour mesurer la distance entre Paris et Londres. La distance quadratique, effectivement, elle met plus de poids sur les valeurs éloignées de la moyenne. Mais l'indicateur de dispersion qu'on a choisi, c'est la variance. La variance. Et la variance, c'est précisément la moyenne des écarts quadratiques. C'est la moyenne des écarts quadratiques. C'est ça la variance. La moyenne des écarts quadratiques. Donc c'est pas la moyenne des écarts absolus, c'est la moyenne des écarts quadratiques. Et c'est ça la notion la première notion de dispersion qu'on introduit, c'est cette notion de variance. Et cette notion de variance, elle est calculée en considérant une distance quadratique et pas une distance en valeur absolue. Alors on peut comprendre pourquoi après, pourquoi cette complexification. Ça a des propriétés mathématiques qui sont intéressantes. À cause du théorème de Pythagore, fondamentalement. Donc la variance, elle repose sur la mesure quadratique de la distance et la moyenne. La variance, c'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne. Donc ça peut être aussi vu comme étant l'écart quadratique moyen, la moyenne des écarts quadratiques. D'accord ? Comme précédemment, on a deux manières de calculer cette moyenne des écarts quadratiques. D'abord, pour calculer la variance, on a besoin de connaître x bar. D'accord ? Donc x bar ici, nous c'était 10,61. Et puis après, on va prendre chacun des 1016 étudiants. D'accord ? On a 1016 étudiants. Et puis on va regarder l'écart qui les sépare de la moyenne. On va prendre cet écart, on va le mettre au carré. Donc ça veut dire que si l'écart est négatif, ça va donner un carré qui est positif. Et si l'écart est positif, ça va aussi donner un carré qui est positif, bien sûr. Donc les deux ne vont pas se compenser. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est bien une mesure de distance. Hein. Plus vous êtes éloigné, plus le nombre positif est élevé. Donc vous voyez que c'est une somme de nombres positifs. Et quand vous faites cette moyenne des écarts quadratiques, et vous trouvez la variance en question. Donc cette variance, bien sûr qu'elle ne peut être qu'un nombre positif ou nul. Elle ne peut être qu'un nombre positif ou nul. Elle ne peut pas être un nombre négatif, puisque c'est une somme de carrés. Donc évidemment, elle ne peut être que positif ou nul. De manière alternative, exactement comme on l'a fait pour la moyenne, c'est que comme on peut calculer la moyenne directement à partir des observations, on peut également calculer la moyenne, non pas à partir des observations, mais à partir des fréquences. Et donc c'est la deuxième manière d'introduire les choses, d'accord ? Vous pouvez calculer la variance en considérant l'écart à la moyenne au carré, d'accord, pondéré par les fréquences, d'accord, pondéré par les fréquences. Et puis, là aussi, le xi, on l'a déjà vu aussi, le xi en question qu'on considère comme représentatif, si l'histogramme est exhaustif, on prend le xi, mais sinon on pourrait aussi prendre la moyenne de le centre de la classe qui correspond à la valeur, d'accord, de la même manière que ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà comment on calcule la variance. Donc exemple ici, hein, donc toujours dans mon exemple, exemple histogramme exhaustif, donc on a toutes les données qui sont résumées par ce graphique rouge, hein, vos notes. On a calculé la moyenne c'était 10,61 me semble-t-il, hein, c'est bien ça, on a obtenu 10,61 de moyenne. On peut calculer ceci et on obtient un certain résultat. Ce certain résultat qu'on obtient, on va aller le regarder sur Excel. Ce certain résultat qu'on obtient, je vais le regarder tout de suite sur Excel parce que je ne me rappelle plus. Je vais vous montrer après comment je l'obtiens, mais il vaut 24,46. 24,46. Ça vaut 24,46.
Et évidemment, si on le fait aussi de l'autre manière, en prenant, c'est toujours la même manière, parce que si on le fait à partir de l'histogramme exhaustif, évidemment, ça va aussi donner les mêmes résultats, puisque c'est simplement une moyenne dans laquelle on a pondéré par les fréquences. Donc c'est aussi un résultat qui est totalement identique. On va aussi trouver 24,46. Donc c'est quoi l'interprétation de 24,46? 24,46, c'est la moyenne des écarts quadratiques. Donc c'est la moyenne d'écart au carré. Donc si par exemple, vous avez un écart absolu qui est de 2, l'écart quadratique, lui, il est de 4. S'il est de 3, l'écart quadratique est de 9. Puisque c'est un écart, une distance au carré. Donc on comprend que la variance, elle est mesurée non pas en termes de niveau de la variable, mais en termes de carré du niveau de la variable. Ça veut dire que 24,46, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le carré des écarts est en moyenne de 24,46. Et si vous prenez l'écart, non pas son carré, mais l'écart lui-même, vous allez prendre la racine de la variance. Et la racine de la variance, si ça vaut 25 à peu près, c'est 5. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en moyenne, dans ma distribution, vous voyez, il y a quand même une certaine variance, et je pense que c'est une qualité pour une interro, parce que ce qu'il faut, c'est effectivement créer de l'hétérogénéité parmi les étudiants. Ça veut dire que l'interrogation est pertinente. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps en créer, mais en tout cas, voilà, c'est de 5. C'est un écart type qui est quand même assez élevé. Ça signifie qu'en moyenne, les étudiants sont éloignés de 5 de la moyenne de 10,61. Donc ce qui est quand même beaucoup. Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la racine de la variance, parce que je dis la variance, elle est mesurée en termes de carré de la variable. Prendre la racine de la variance, c'est calculer ce qu'on appelle l'écart type. L'écart type, c'est la racine de la variance. Et l'intérêt de l'écart type, c'est que l'écart type, puisque c'est une racine de la variance, il est mesuré dans la même unité que la variable elle-même. Dans la même unité que la variable elle-même. On va y revenir aussi dans quelques instants. Alors, peut-être, il n'est pas totalement stupide de regarder comment sur Excel on peut calculer cette variance. D'accord? Donc, pour faire la variance, vous pouvez le faire de cette manière-là. Hein. Il y a une manière de le faire qui est d'utiliser la fonction Excel var. Et on ne va pas chercher à aller au-delà. On aurait pu le calculer à partir de l'histogramme. Simplement, vous allez prendre toutes les données de D2 à D2 à D1017, d'accord? Vous rentrez var, alors PN, c'est parce que s'il y a des problèmes de données manquantes, etc., mais c'est un truc qui n'est pas important. Si vous tapez var de machin dans Excel, vous allez obtenir la variance directement, et donc c'est bien la somme des écarts quadratiques. Excel le calcule pour vous, donc c'est facile de le faire. Et bien sûr, vous pouvez aussi le faire à la main, et je crois qu'en DE, on le fera au moins une fois, certainement peut-être même dès demain. Donc voilà le calcul de cette variance en question. La variance a des propriétés intéressantes. La première propriété, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'une variance est toujours positive ou nulle. Parce qu'une variance, c'est toujours une somme de nombres positifs, une somme de carrés. Donc c'est tout le temps positif ou nul. Lorsque la variance est nulle, ça signifie que vous sommez des nombres positifs ou nuls et ça donne une somme nulle. Donc ça veut dire que tous ces nombres sont nuls. Donc dire que la variance est nulle, c'est dire que en fait tout le monde a la même note. Tout le monde a la même note. D'accord? Il n'y a pas de distance qui vous sépare. Il n'y a aucun individu qui se sépare de ça. Sinon la variance ne serait pas nulle. Donc dire que la variance est nulle, c'est expliquer que la population est complètement homogène, qu'il n'y a pas de dispersion dans la population, que tout le monde obtient la même note au contrôle. Donc c'est ça, propriété qui est intéressante. Une autre propriété de la variance qui est une propriété qui n'est pas évidente, mais qui est très importante, qui n'est pas évidente, sur lequel on doit un petit peu travailler. Donc là aussi, c'est peut-être quelque chose qui d'un point de vue algébrique est un peu compliqué, mais en fait pas tant que ça. J'ai dit que la variance c'était la moyenne des écarts quadratiques. C'est la moyenne des écarts quadratiques. C'est comme ça qu'on l'a défini. Mais la variance, c'est aussi la différence entre la moyenne du carré des valeurs et le carré de la moyenne. Un peu compliqué à comprendre. C'est la moyenne quadratique, la moyenne du carré des valeurs. C'est la moyenne quadratique, ce qu'on appelle la moyenne quadratique. Et le carré de la moyenne. Donc la variance, c'est aussi la différence entre la moyenne quadratique et le carré de la moyenne. Pour comprendre ce résultat-là, qui est utile, c'est pour ça que je vous donne ce résultat.
Il est utile parce qu'il permet de calculer plus simplement la variance. Reprenez, on va le voir là. C'est une propriété qui est très commode pour faire des calculs. La variance, c'est ça. C'est la somme de i égale 1 à k des fi multiplié par xi moins x bar au carré. Ou x bar, c'est simplement, par définition, la somme des fi multiplié par xi de i égale 1 à k. On est d'accord? C'est ça la définition de la variance. Maintenant, vous pouvez développer. Ça, vous pouvez développer sous la forme d'une unité remarquable. C'est xi moins x bar au carré, c'est égal à xi au carré, plus x bar au carré, moins 2 fois le double produit. C'est l'identité remarquable. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien maintenant distribuer la sommation, puisque la sommation, elle est sur les i. Vous pouvez la distribuer à l'intérieur de tout ça. Donc, vous la distribuez là, vous la distribuez là, vous la distribuez là. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens comme terme? J'obtiens un premier terme qui est la somme des fi fois xi carré. Très bien, c'est le premier terme. J'obtiens un deuxième terme qui est la somme des i égale 1 à k des fi multiplié par x bar au carré. Et j'obtiens un dernier terme qui est la somme des fi, somme de i égale 1 à k des fi multiplié par xi x bar. Et vous voyez que c'est pareil ici. Le x bar qui est là, il ne dépend pas du i. Donc on peut le faire passer devant. On peut le faire passer devant. De la même manière ici, ici en fait, c'était bien un somme des fi xi multiplié par x bar, d'accord? Et de la même manière ici, ceci, vous pouvez le faire aussi passer devant. De sorte que, en fait, ces deux termes-là, vous voyez que c'est les mêmes. Il y a, non, c'est pas exactement les mêmes, vous voyez que ces deux termes-là, d'accord, vous pouvez ensuite continuer un petit peu. La somme des x bar au carré, somme des fi, ça, là, ce terme-là, il est égal à quoi? Il est égal à x bar au carré, somme de i égale 1 à k, des fi. Mais la somme de i égale 1 à k des fi, c'est quoi? C'est 1 par définition, puisque les fréquences somment à 1. Donc ceci n'est rien d'autre que x bar au carré. Ceci n'est rien d'autre que x bar au carré. Donc ce terme-là, c'est x bar au carré. Ce terme-là, celui-là, c'est 2 fois x bar somme des fi xi. De i égale 1 à k. Et la somme des fi xi de i égale 1 à k, c'est égal à quoi? C'est égal à x bar. C'est la définition de x bar. C'est celle qui est au-dessus ici. D'accord? Donc du coup, ça c'est aussi égal à 2x bar au carré. Et donc vous voyez que ça c'est égal à x bar au carré, ça c'est égal à moins 2x bar au carré, et donc ce qui vous reste, c'est le fait que v c'est égal à la somme des fi multiplié par xi au carré, moins x bar au carré. La somme des fi multiplié par xi au carré, c'est ce qu'on appelle la moyenne quadratique. C'est la moyenne du carré, la moyenne des carrés. Donc vous prenez les notes qu'ont eu les étudiants, vous mettez cette note au carré, et vous en faites la moyenne. Vous obtenez la moyenne quadratique. Et vous enlevez à cette moyenne quadratique le carré de la moyenne, moins le carré de la moyenne. D'accord? Donc, la variance, c'est à la fois la moyenne des écarts quadratiques et la différence entre la moyenne quadratique, c'est-à-dire la moyenne de la variable au carré, moins le carré de la moyenne. Moins le carré de la moyenne. D'accord? Et donc ça, c'est un résultat qui est très intéressant. C'est un résultat qui est très intéressant. Vous pouvez le dire aussi d'une autre manière. Vous voyez que l'addition de la variance et du carré de la moyenne vous donne, par définition, la moyenne quadratique. Ce résultat est intéressant pour calculer quelquefois la variance. Donc c'est un point qui est intéressant. Voilà. Donc c'est une autre manière d'écrire cette propriété. Hein. J'ai déjà étudié, j'ai déjà dit ici. Hein. Si vous faites l'addition de la variance plus de la moyenne au carré, vous trouvez la moyenne quadratique en question. Ok, ça c'est vrai qu'on le fasse directement à partir des variables ou qu'on le fasse à partir de l'histogramme. C'est toujours le même résultat, d'accord? À partir des données, on a bien sûr le même résultat. Donc si vous voulez avoir la moyenne des étudiants, vous pourriez le faire sur Excel, ça sera un exercice. Prenez les notes des étudiants et prenez le carré de ces notes. Faites la moyenne du carré de ces notes. La moyenne du carré de ces notes. Vous pouvez aller le faire sur mon fichier Excel. Faites-le vous-même, essayez. Prenez le carré de la moyenne. Je vous rappelle, sur Excel, pour faire un carré, il faut faire
un chapeau et mettre comme ça au carré. Et puis vous lui soustrayez le carré de la moyenne. Et ben vous allez trouver le résultat. Vous allez trouver la variance exactement la même, c'est-à-dire 24, quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, vous voyez, si la variance, c'est la différence entre la moyenne quadratique, donc la moyenne du carré de la variable et le carré de la moyenne, vous comprenez bien que la variance, elle est exprimée dans quelque chose qui est le carré de la variable. Qui est le carré de la variable. La variance, elle est exprimée dans l'unité au carré de la variable. Donc si vous faites des moyennes, des variances, par exemple sur les revenus en euros, et ben la variance, elle va être exprimée en euros au carré. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ici, la variance, elle vaut 24. Elle vaut 24. L'écart qui sépare, la moyenne des écarts quadratiques qui séparent des individus du revenu de la note moyenne est de 24. Et évidemment, ce 24 n'est pas pertinent. Il faut prendre sa racine pour que ce soit pertinent. Il faut prendre sa racine pour que ce soit pertinent parce que la variance elle est exprimée en termes quadratiques. Bon, Excel CAC 40, c'était l'exemple que j'avais développé l'année dernière, donc ça c'est resté, mais c'est pas ce que je fais là, donc je n'ai pas envie de trop en parler. Peut-être que effectivement, pour essayer de mieux vous convaincre, je ne l'ai pas fait, mais comme il me reste quand même un petit peu de temps, je peux peut-être en parler rapidement. Hein. Regardez, essayons de voir ce que j'ai fait là. D'accord. Prenez la note. Non, la note elle est là. D'accord, c'est là. Prenez la note. Et maintenant, prenons la note au carré. La note au carré. D'accord. Et on va voir si ma propriété est vérifiée. Prenez la note au carré. D'accord. Vous prenez la note au carré. Comment on fait pour prendre la note au carré? On prend égal, on met une formule, on prend ça, 16,25, et on le met au carré. D'accord. Donc ça nous fait du 264,0625. Cette formule, évidemment, on peut la copier. Je la copie et j'obtiens toutes les notes des étudiants au carré. Alors vous avez remarqué qu'il va y avoir un truc mais qui joue son rôle. Hein. C'est qu'il y a des étudiants qui ont des notes négatives. Donc quand vous prenez le carré, leur moyenne quadratique, la note au carré, bah, ça devient une note positive. D'accord. Mais c'est pas un problème. Ma propriété, elle est vraie aussi lorsqu'il y a des notes négatives. Donc tout ça, c'est les notes au carré. C'est quoi la moyenne quadratique? Je peux la calculer. La moyenne quadratique, ok, je la calcule, je la mets là. C'est la moyenne quadratique. C'est égal à quoi? C'est égal à la moyenne. C'est égal à la moyenne de tout ça. D'accord? De tout ça. Hop, jusqu'à 1016. 1017. C'est 1017. Ok. Ça, c'est la moyenne quadratique. Je suis en train de calculer la moyenne quadratique. Je la calcule. Le dernier, il a 10, donc ça lui fait 100. D'accord. Ok. J'obtiens cette moyenne quadratique. Elle est de 137. D'accord. Ok. 137, c'est la moyenne quadratique. Maintenant, ce que je dis, c'est que si je fais la différence entre la moyenne quadratique, d'accord, c'est ça, G15, moins le carré de la moyenne, il est où le carré de la moyenne? Il est là. Ça, c'est la moyenne, mais attention, je dois le mettre au carré. Ok. Ça, c'est bien ce que je viens d'écrire dans cette formule, là, G15 moins I9 au carré, c'est bien la distance entre la moyenne quadratique et le carré de la moyenne. Normalement, ça doit être exactement égal à la variance. Ok, on va voir si c'est vrai ou pas. Alors la variance ici, elle n'apparaît pas, elle apparaît sur une autre feuille. Donc je calcule et je regarde combien c'est. 24,46509. Vous vous rappelez, 24,46509. Si j'avais calculé la variance directement, d'accord, je peux calculer, donc ça c'est la variance celle que j'obtiens comme ça, d'accord. Si je calcule la variance directement, je l'ai fait sur notre feuille, mais on peut le refaire ici, d'accord. Comment je vais faire? Je vais prendre la fonction variance sur Excel, variance PN, c'est ça la fonction variance, d'accord. Et je vais faire la variance de toutes ces notes-là, de D2 jusqu'à D1017. D'accord? Ça, c'est la variance. Calculée directement à partir de la formule telle qu'on l'a donnée. C'est la formule de Excel. C'est pas comme le calcul, mais je calcule par rapport à ça. Normalement, les deux résultats devraient être strictement identiques. Ils sont strictement identiques. D'accord? Ils sont strictement identiques. Et ils sont strictement identiques, évidemment. C'est une propriété mathématique. Donc, on avait peu de chances de se tromper, d'accord. Bon, après, je peux regarder, je peux rajouter beaucoup de chiffres après la virgule. Ensuite, il y a des questions d'arrondi, mais vous voyez qu'il faut aller chercher vraiment beaucoup. Même pas, il n'y a aucune question d'arrondi, d'accord.
C'est exactement le même chiffre. C'est exactement le même chiffre. Normal, c'est une propriété mathématique, on l'a démontré. Donc évidemment, on trouve la même chose. Donc c'est rassurant. Et donc on a vu deux manières de calculer la variance. Ok. Je continue, puisqu'il nous reste à peu près une quinzaine de minutes de cours, à peu près, d'accord. Avec cette notion d'écart-type, en fait, la variance, c'est quelque chose qui est mesuré en termes de carré de la variable. Et dire que voilà, la moyenne quadratique d'étudiants, c'est la distance au carré séparant les étudiants de la moyenne est de 25, ça va beaucoup de multiplication. Donc on aime bien prendre l'écart-type, parce que l'écart-type, il est mesuré dans la même unité que la variable. D'accord. Et de ce point de vue-là, il s'agit bien d'un écart moyen à la tendance centrale. D'accord. Il s'agit bien d'un écart moyen à la tendance centrale. Mais c'est un écart moyen, certes, mais il est basé sur une mesure quadratique de la distance. Donc là, vous vous grattez la tête. C'est-à-dire que d'un côté, on a mis un carré, on a pris la moyenne des trucs au carré, et puis après, on prend la variance de cette moyenne, la racine de cette moyenne. Mais évidemment, quand on prend la racine de cette moyenne, c'est pas comme si on avait pris directement la moyenne des écarts absolus. C'est pas la même chose. Et c'est ce que je mets là. L'écart type, c'est la racine de la somme des f par xi moins x bar au carré, d'accord. Mais c'est pas du tout, c'est différent, c'est pas du tout, c'est un petit rapport quand même. C'est différent de la somme des fi multipliée par la racine des xi moins x bar au carré, parce que la racine des xi moins x bar au carré, précisément, c'est la valeur absolue. Et donc, l'écart type, c'est bien un écart moyen à la tendance centrale, mais c'est un écart moyen utilisant une distance quadratique, et ensuite on a pris la racine de la moyenne de ces écarts quadratiques. Compliqué, c'est compliqué, mais c'est bien ce qu'on a fait. Et l'écart type, c'est pas la moyenne des distances usuelles. On aurait bien aimé dire ça finalement, pourquoi on l'a pas fait? On aurait dû prendre la moyenne des écarts usuels, on prend juste le truc, on prend la valeur absolue, puis on fait la moyenne. Ça, c'est ce qu'on appelle calculer un écart absolu moyen. C'est ce qu'on appelle calculer un écart absolu moyen. L'écart absolu moyen, on est capable de le calculer. Excel est capable de le calculer d'ailleurs. Excel est capable de le calculer. Vous allez me dire, mais pourquoi a-t-on pris quelque chose qui est aussi compliqué que l'écart type et pas l'écart absolu moyen, quoi? Ça parle peut-être davantage. En fait, c'est que à partir de l'écart quadratique, on peut faire beaucoup de calculs. On peut faire beaucoup de calculs. Alors que la valeur absolue, qui est un concept beaucoup plus intuitif pour tout le monde, c'est un concept qui se prête beaucoup moins au calcul. C'est pas dérivable en zéro. Et puis, il y a ce résultat très joli qui est le résultat du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est un résultat qui vous montre que lorsqu'on additionne des distances au carré, rappelez-vous, vous prenez un triangle rectangle, d'accord, et vous avez un triangle qui est rectangle en ce point. Et ce que l'on sait, le théorème de Pythagore, il vous dit que vous avez un rectangle qui est rectangle en A ici. C'est un rectangle ABC. Le théorème de Pythagore, il vous dit que BC au carré, donc une distance au carré, c'est égal à la somme des distances au carré de BA plus AC. Donc, le carré de l'hypoténuse, c'est le carré de l'avant et le carré de ça. Et vous voyez que cette décomposition que je viens de faire ici, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que quand vous additionnez des distances au carré, dès lors que vous additionnez des distances au carré qui sont en direction orthogonale, vous allez retrouver la distance totale. Et ça, c'est une propriété intéressante d'un point de vue statistique. Et c'est pour ça que on aime bien utiliser l'écart type. On y reviendra un petit peu plus loin si on fait la notion de décomposition, de variance. Alors, il est quand même possible sur Excel de calculer l'écart absolu moyen. Donc c'est un concept qui est opérationnel. On peut très très bien le calculer. D'accord. On peut très bien calculer. Vous voyez que sur Excel, je pourrais calculer, ici je peux calculer l'écart type. Comment je vais faire pour faire l'écart type? L'écart type, voilà, je vais prendre l'écart type. C'est quoi? C'est une fonction qui sur Excel est simplement écart type. D'accord. Donc je vais prendre écart type et je vais prendre l'écart type de tout ça. De D2 jusqu'à D1017. Voilà. Ça c'est l'écart type. De D2 jusqu'à D1017. Ça c'est l'écart type. Ok.
4,94. Et 4,94, bien sûr, c'est la racine de 24,46. Ok, donc si je prends l'écart absolu, je peux aussi le faire sur Excel. D'accord, Excel est capable de me calculer. Il me le calcule, il va faire l'écart absolu, je demande écart moyen. Il appelle ça écart moyen. D'accord, c'est écart moyen de D2 jusqu'à D17. D'accord, j'ai trouvé quelque chose qui s'approche, mais qui n'est pas exactement la même chose. 4,07. D'accord, 4,07. Là, on voit bien la différence entre les deux. 4,07, vous pouvez l'interpréter strictement de la manière suivante, c'est que, ok, vous avez une personne qui a eu 10,61, maintenant vous prenez des gens qui ont eu, vous imaginez que dans la promotion, il y a des gens qui aient 4,07 points de plus et 4,07 points de moins. Si vous faites la moyenne des deux, vous en avez autant dans les deux temps, d'accord, et ben vous obtenez cet écart absolu. C'est juste ça, et finalement ça parle peut-être davantage que dire que l'écart type est de 4,94. On voit bien d'ailleurs que l'écart type, quelque part, il surestime, parce que le carré est plus important, il surestime les variables extrêmes. Et donc l'écart absolu est peut-être plus important. Mais c'est bien l'écart type qu'on a l'habitude d'utiliser en statistique. D'accord, c'est bien ça qu'on a l'habitude d'utiliser, l'écart type, c'est-à-dire la racine de la variance. On a enfin une dernière notion qui est le coefficient de variation. C'est quoi le coefficient de variation en fait? L'écart type sigma et la moyenne x bar sont exprimés dans la même unité. Donc finalement, est-ce qu'une distribution est dispersée ou pas dispersée? C'est difficile de savoir. Enfin, c'est pas difficile de savoir. C'est comme les deux sont exprimés dans la même unité. Vous voyez que par exemple ici, dans notre promo, on a un écart type. On a vu que c'était 4,80, je crois, c'est ça, hein, ou 4,87 même, d'accord. Et on a une moyenne de 10,61, d'accord. Donc l'écart type représente à peu près, je sais pas comment ça fait, c'est à peu près, mais ça fait 45%. Ça nous donne une idée, parce qu'on compare quelque chose qui est exprimé dans la même unité, d'un côté la moyenne, de côté l'écart type. Donc c'est évidemment un nombre sans dimension. Et donc ça c'est intéressant de le calculer pour repérer les choses. Ça a quand même une limite. Une limite. Elle ne se voit pas sur la question des notes. Mais imaginez que vous avez une variable qui vaut 0. X bar, c'est pas 0, mais imaginez qu'en moyenne ça vaut 0. C'est le cas par exemple d'un rendement d'un produit financier ou un truc comme ça. Vous voyez, le problème c'est que quand c'est exactement à 0, le coefficient de variation il va devenir infini. Donc c'est un peu bizarre comme propriété parce que dans ce cas-là ça n'a pas de signification, quoi. C'est un peu étrange. Et par contre, dans ce qu'on a fait ici, c'est une bonne manière de regarder la dispersion relative de la distribution, hein, d'accord, puisque on a une moyenne de 10,61 et l'écart type représente un peu moins de 1,5 fois cette moyenne, d'accord. Donc ça permet de regarder, de comparer les distributions. On va y revenir aussi. Donc l'écart absolu moyen, j'ai déjà indiqué des éléments là-dessus. Cet écart absolu moyen, effectivement, il est peut-être plus intuitif et interprétable, mais il se prête moins au calcul. L'intérêt qu'il a, c'est qu'effectivement, il donne le même poids aux valeurs proches qu'aux valeurs éloignées de la moyenne. D'accord. Vous voyez, quelqu'un qui est à 20, c'est 6 au carré, enfin 10 au carré, ça fait beaucoup. Alors que quelqu'un qui est proche de la moyenne, il donne peu de poids à cet égard, parce que le carré amplifie, en fait. Le carré amplifie les valeurs extrêmes. Hein. On peut montrer, c'est une propriété générale, que l'écart type est toujours supérieur à l'écart absolu moyen. Toujours supérieur à l'écart absolu moyen. C'est une question de concavité de la fonction, de convexité de la fonction x au carré. L'écart type est davantage utilisé que l'écart absolu moyen, car il a d'autres qualités liées au théorème de Pythagore. Je l'ai déjà dit, mais en fait, comme je ne l'ai pas vraiment montré, c'est juste une remarque en passant. Ça n'a pas beaucoup de caractère opérationnel. J'aimerais bien faire une synthèse des résultats, parce que finalement, on s'est posé toutes ces questions. Pourquoi? Parce qu'on a voulu comparer les notes de A et les notes de B. D'accord. C'est pour ça qu'on a fait ce travail. Donc, et c'est ce que j'ai fait ici dans le second onglet, en fait, que j'ai assez peu montré. Dans ce second onglet, je compare les notes de A et les notes de B. Alors, pour faire ça, je fais quelque chose, c'est que j'ai regroupé, en fait, dans mes données, voilà, j'ai regroupé tous les gens qui étaient du groupe A, d'accord, c'est tout cela, il y en a 468, me semble-t-il, c'est tout cela, et puis après tous les gens qui étaient du groupe B. Donc j'ai pu les séparer de cette manière-là, et de cette manière-là, j'ai pu calculer, évidemment, deux histogrammes différents, je les ai montrés tout à l'heure, hein, l'histogramme pour le sujet A, l'histogramme pour le sujet B. Et j'étais parti de l'idée qu'il fallait que je compare ces deux histogrammes pour le groupe A et pour le groupe B en termes de moyenne, de dispersion. Est-ce que les gens qui ont pris le
Le sujet A, c'est pas eux qui l'ont choisi, hein, il leur a été imposé. Est-ce qu'ils ont eu une meilleure note que ceux qui ont choisi le sujet B? Est-ce que c'est plus dispersé, etc. Euh, donc j'ai résumé tout ça par un petit tableau en fait, qui nous permet effectivement de comparer les distributions A et B. Alors d'abord, j'ai compté le nombre, d'accord? Donc j'ai compté le nombre. Donc évidemment, soit on est A, soit on est B. Donc le nombre, c'est les 1016 se séparent entre 468 et 148. Du coup, j'ai la fréquence d'être dans A et dans B. Encore une fois, il y a plus de gens qui ont passé le sujet B. J'ai regardé le min et le max. Bon, dans les deux cas, le max est à 20, hein, dans les deux il y a des 20, mais vous voyez que le min est plus petit dans le B, mais bon, c'est pas une information très très intéressante, c'est une personne qui fait ça. Si vous regardez la moyenne, effectivement, la moyenne, je l'ai calculée en faisant des moyennes si, donc c'est bien quand même une moyenne. La moyenne dans le groupe A, elle est supérieure à la moyenne du groupe B. D'accord? Est-ce que ça veut dire que le sujet A était plus facile que le sujet B? J'en sais rien. La moyenne, elle est un petit peu plus élevée, mais elle n'est pas très très différente. Mais elle est quand même un petit peu plus élevée. Et sur 500, c'est peut-être quelque chose qui est significatif. Donc peut-être qu'on aurait dû, avec mes collègues, faire une petite correction pour finalement rajouter quelques dixièmes de points ou quelques centièmes de points au groupe A plutôt qu'au groupe B. C'est une question. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce que peut-être que la prochaine fois, et c'est le hasard qui fait les choses, vous avez eu l'interro la plus difficile cette fois, et puis la deuxième fois vous aurez l'interro plus facile. Difficile hein, de régler ces questions. La médiane, on l'a vu, la médiane, elle est à peu près identique dans les deux groupes, mais là aussi elle est un petit peu supérieure dans A que dans B, donc il semble que A est quand même soit un petit peu mieux que B. Si vous regardez les variances sont très très proches. La disparité des étudiants dans les deux groupes est à peu près identique, hein, 24. Vous voyez qu'en termes d'écart type, ça se joue vraiment à pas grand chose. Vraiment à pas grand chose. Hein, d'accord? 4,93 contre 4,96. Surtout, il y a un aspect qui est intéressant, c'est que si vous prenez le coefficient de variation, l'écart type, vous devez le comparer à la moyenne. D'accord? Donc n'oubliez pas que dans la moyenne de B, elle est un petit peu inférieure. Donc finalement, le coefficient de variation lui-même, il est un petit peu inférieur. Et puis enfin, mon dernier point, c'est l'écart absolu. L'écart absolu, j'ai dit que c'était la valeur absolue. On l'a calculé aussi, hein, c'est l'écart moyen de Excel. Vous pouvez essayer de le regarder par rapport à Excel. Et vous avez trouvé cet écart absolu. Vous voyez que les écarts absolus sont très très proches. Il faut aller jusqu'à 3 chiffres après la virgule pour distinguer les deux. Bon, là aussi, c'est pas un résultat qui est très très intéressant. Mais voilà, c'est bien ce que je voulais faire. Je voulais comparer, et c'est ce que j'ai fait ici, je voulais comparer la distribution de A et la distribution de B pour me dire, bah tiens, est-ce qu'il y a eu... Bon, j'ai comparé mes deux distributions, j'ai donc des paramètres qui sont des paramètres de tendance centrale, la moyenne, la médiane. J'ai pas beaucoup parlé du mode, parce que moi je trouve que le mode, il n'est pas très très intéressant en fait. Hein, ici, ce qui me concerne, voilà, si c'est 18 ou si c'est pas un truc très intéressant. Et puis après j'ai ces caractéristiques de dispersion que sont la variance, l'écart type, le coefficient de variation et éventuellement l'écart absolu. Donc voilà, alors il nous reste un petit peu de travail. On a peut-être un petit peu de travail autour de la notion de décomposition de variance qu'on verra à la rentrée. On est déjà à 1h50, on a déjà beaucoup travaillé. Il faut que je vois aussi si cette notion de décomposition de variance est faite par mes collègues. Donc ici s'achève ce cours, donc ce cours enregistré depuis mon bureau. Donc j'espère que vous avez été nombreux à le regarder, peut-être pas jusqu'au bout, ou peut-être pas, mais bien sûr, tous les transparents qui sont associés et le fichier Excel qui est associé, vous pouvez le retrouver sur le pays. Et donc je vous donne rendez-vous lors des prochaines directions d'études, dès demain pour certains et mercredi soir pour d'autres. Et sinon, on se donne rendez-vous pour le dernier cours où on aura encore du travail effectué le mardi 11 décembre. Voilà, merci de votre attention et très bonne soirée.